Cette affaire s'est déroulée au Chili. En 1987, sous la dictature du général Augusto Pinochet, plus de 180 familles pauvres furent expulsées de force par les autorités de leur commune dans la province d'Iquique, puis relogées dans le secteur d'Alto Hospicio. Alto Hospicio est un territoire poussiéreux et inhospitalier, perdu au milieu du désert, dans cette même province. Ce lieu, que l'on appelait déjà ville, ne disposait ni d'électricité, ni d'eau potable, ni même d'un système d'assainissement. Il n'y avait ni administration, ni école, ni hôpital. En somme, aucune infrastructure urbaine n'y existait. Faute de routes praticables, les camions à ordures n'y accédèrent pas, et d'immenses montagnes de déchets se formèrent rapidement sur le territoire de cette nouvelle colonie, rendant leur élimination presque impossible. Cette situation dégradée aggrava encore les conditions de vie déjà précaires de ses habitants. Plus de 30 ans plus tard, la ville existe toujours, au cœur du désert. Aujourd'hui, plus de 120 000 personnes y vivent. Elle poursuit lentement son urbanisation. De petits commerces ont ouvert, ainsi que quelques écoles, un hôpital et un commissariat de police. Toutefois, le niveau de vie y demeure extrêmement bas. Selon une étude menée en 2014 sur les conditions de vie et les infrastructures urbaines, Alto Hospicio occupait alors le dernier rang national en termes de qualité de vie. La chaleur écrasante durant la journée, le froid mordant la nuit, la pauvreté persistante, le chômage élevé, ainsi que des habitations construites avec des matériaux fragiles et de mauvaise qualité, ne permettent pas d'envisager une existence normale. C'est pourquoi de nombreux habitants rêvent de quitter l'Alto. Mais sans économie suffisante, partir reste hors de portée. La plupart se voient donc contraints de survivre, jour après jour, dans une extrême précarité. Plusieurs fois par semaine, les services publics acheminent de l'eau potable qui fait cruellement défaut dans les quartiers les plus défavorisés. Dès l'aube, les femmes quittent leur foyer, munies de jerrycans, et rejoignent de longues files d'attente. Pendant ce temps, leurs maris travaillent dans les mines ou ramassent des déchets pour un salaire de misère. Autrement dit, la vie à Alto Hospicio demeure extrêmement dure. Au début de l'année 2001, une série de disparitions mystérieuses survenues dans la ville attira l'attention des médias nationaux. En conséquence, certains membres de l'appareil gouvernemental durent faire face à l'indignation croissante d'une population profondément inquiète. Les tragiques disparitions laissèrent une trace à la fois dévastatrice et infamante dans l'histoire de la police chilienne. L'indifférence et le mépris manifestés par les autorités et les forces de l'ordre à l'égard des familles des victimes révélèrent le classisme structurel qui prévalait alors dans certains pans de la société chilienne. Tout commença à la mi-septembre 1998, lorsque plusieurs journaux régionaux rapportèrent à la découverte, par la police, du corps d'une jeune fille sur une plage située dans les environs d'Alto Hospicio. La victime fut identifiée comme étant Graciela Saravia, âgée de 17 ans. L'alerte avait été donnée par des pêcheurs qui se trouvaient à bord de leurs embarcations, à une 50aine de mètres du rivage. Ils déclarèrent avoir aperçu une voiture blanche garée non loin de la plage et un couple semblant se disputer. Trop éloignés pour distinguer les visages, ils choisirent de ne pas intervenir, ne soupçonnant pas une issue tragique. En réalité, la jeune fille fut violemment frappée au visage à l'aide d'une pierre, ce qui entraîna sa mort rapide. Des ecchymoses furent également relevées sur ses bras et ses jambes, suggérant que l'agresseur l'avait traînée sur le sol, soit avant, soit après le meurtre. Alors que le pays se préparait à célébrer les fêtes nationales, cette affaire fut reléguée au second plan. L'enquête fut rapidement close, sans qu'aucun suspect n'ait été interpellé. Le 24 novembre 1999, soit un an après le meurtre de Graciela, une adolescente de 14 ans, Macarena Sanchez, disparut dans des circonstances mystérieuses. Elle avait quitté son domicile tôt le matin pour se rendre à l'école, mais n'y arriva jamais. La réponse donnée par la police aux parents de la jeune fille fut pour le moins troublante. Les autorités suggérèrent que de nombreuses adolescentes proposaient des services sexuels à Iquique en échange d'argent et que Macarena avait peut-être quitté volontairement le domicile familial pour subsister de cette manière. Elles allèrent même jusqu'à conseiller aux parents d'attendre quelques jours, affirmant que leur fille finirait probablement par revenir d'elle-même. Mais les jours passèrent, suivis de semaines, puis de mois. L'espoir de retrouver Macarena vivante s'éteignit peu à peu. De leur côté, les autorités ne prirent jamais la peine de lancer une véritable enquête, convaincus à tort qu'il s'agissait d'une fugue volontaire. Le 21 février de l'an 2000, une nouvelle disparition fut signalée.
celle de Sarah Gomez, une jeune adolescente. Un mois plus tard, le 23 mars, Laura Zola, âgée de 14 ans, disparut à son tour sur le chemin de l'école et ne rentra jamais chez elle. Le 5 avril de la même année, Catherine Ars ne reparut pas non plus après les cours et fut déclarée disparue. L'une après l'autre, les adolescentes s'évanouirent dans la nature, sans laisser la moindre trace. Aucun témoin, aucun suspect. La seule réponse fournie par la police fut que ces jeunes filles avaient probablement quitté leur domicile de leur plein gré, en quête d'une vie meilleure. Le manque de tact, l'absence totale d'initiative concrète et l'indifférence apparente des autorités furent perçus comme profondément choquants. Désemparés, les parents des disparus se virent contraints de descendre dans la rue pour exiger des réponses. Dans un contexte social marqué par le chômage, la pauvreté, les tensions familiales et la prolifération des trafics de stupéfiants, il n'était pas rare que des adolescents fuient leur foyer dans l'espoir de trouver des moyens de subsistance. Pour certains, les activités illégales représentaient, hélas, l'un des seuls moyens rapides de sortir de la misère, du moins, c'est ce que laissaient entendre certains représentants des autorités locales. Des rumeurs persistantes circulèrent. Certaines des jeunes filles disparues auraient été emmenées en Bolivie pour y être réduites en esclavage. Toutefois, aucune de ces hypothèses ne fut confirmée par des éléments concrets, et elles demeurèrent au stade de simples spéculations. Le 22 mai, une nouvelle adolescente disparut alors qu'elle rentrait de l'école. Patricia Palma, âgée de 17 ans, devint ainsi la 6e jeune fille portée disparue en l'espace de quelques mois. 11 jours plus tard, Macarena Montesinos connut le même sort. La 8e victime, Viviana Garay, disparut un mois plus tard. Son père, Orlando Garay, n'était pas étranger à ces événements. Quelques mois auparavant, il avait lu un tract diffusant un avis de recherche concernant une autre adolescente disparue, Catherine Arce. Quelques jours avant sa propre disparition, Viviana lui avait montré ce même tract et l'avait accroché à un lampadaire près de leur maison. Interpellé, Orlando en releva l'adresse, se rendit chez la famille de la jeune fille et découvrit que Viviana et Catherine fréquentaient le même établissement scolaire. Il apprit également que 6 autres adolescentes s'étaient volatilisées dans des circonstances analogues. Orlando décida alors d'unir les parents des disparus afin qu'ils se présentent ensemble aux autorités pour réclamer l'ouverture d'une enquête digne de ce nom. Son tempérament révolté, parfois même abrupt, s'avéra précieux. Ce caractère, que d'aucuns auraient pu juger conflictuel ou excessif, permit pourtant de galvaniser les familles et de les tirer de leur désespoir. Dans ces circonstances dramatiques, ces qualités furent non seulement appropriées, mais décisives. Entre-temps, la perspective qu'un réseau criminel impliqué dans des enlèvements et la traite d'êtres humains soit actif dans la région suscita une vive inquiétude au sein de la population. Les autorités tentèrent tant bien que mal de calmer les esprits. Sous l'impulsion d'Orlando Garay, des volontaires s'organisèrent en petits groupes de recherche et commencèrent à quadriller la zone à la recherche du moindre indice. Ils visitèrent plusieurs villages alentours, distribuèrent des tracts contenant les photos des jeunes disparus et, après avoir épuisé leurs dernières économies, élargirent leurs recherches à d'autres régions plus éloignées. Malheureusement, tous leurs efforts demeurèrent vains. Quelques semaines plus tard, une nouvelle opération de grande ampleur fut organisée. Cette fois, les recherches se concentrèrent sur des zones proches, mais difficilement accessibles. C'est là que les premiers indices firent enfin surface. Le 18 juillet 2000, l'uniforme scolaire ainsi que le sac à dos de Viviana Garay furent retrouvés dans une décharge située à proximité de la ville. Quelques heures plus tard, lors d'une fouille menée dans une autre décharge, les effets personnels de Catherine Ars furent également découverts. Certains vêtements portaient des traces de sang. Dans les mois qui suivirent, les actions menées par les familles des adolescentes disparues suscitèrent une attention médiatique croissante. L'une des images les plus saisissantes et bouleversantes fut celle d'une grand-mère découvrant dans une décharge les sous-vêtements de sa petite fille. Les cris de cette femme, lorsqu'elle reconnut l'objet d'un être cher, illustrèrent avec force la détresse des parents toujours sans nouvelles de leur fille. Munis de banderoles, les proches organisèrent de petites marches, attirant progressivement l'attention des médias sur leur combat. Pour la première fois, l'affaire, ainsi que les circonstances troublantes qui l'entouraient, fut portée à la connaissance du grand public. Toutes les jeunes filles avaient disparu sur le chemin de l'école. Leurs parents étaient unanimes. Leur fille ne s'était pas enfuie. Quelque chose de grave leur était arrivé. Elles étaient sérieuses,
investis dans leurs études et issus de foyers modestes mais stables, fondés sur des valeurs solides. En somme, ces disparitions appelaient une mobilisation réelle et une enquête rigoureuse de la part des autorités. Au fil du temps, la tension s'intensifia et les manifestations organisées par les proches des disparus attirèrent un nombre croissant de sympathisants et de citoyens préoccupés. Orlando Garret poursuivit sa pression sur les autorités et parvint même à obtenir une audience avec le président chilien de l'époque, Ricardo Lagos, alors en déplacement officiel à Iquique. Le président accepta d'accorder un moment aux parents désespérés, mais il se montra distant et peu empathique. Il se contenta de leur assurer que la police déployait tous les moyens nécessaires pour retrouver les jeunes filles, tout en les invitant à faire preuve de patience. Puis, sans écouter les reproches adressés aux forces de l'ordre, le chef de l'État quitta la salle. Plus tard, devant les caméras, Ricardo Lagos déclara qu'à ses yeux, il s'agissait de l'enquête la plus approfondie jamais menée dans le pays. Il précisa également qu'il se disait prêt à rencontrer à nouveau les familles des disparus si celles-ci disposaient de nouveaux éléments susceptibles de faire progresser les investigations. En d'autres termes, il déplaçait implicitement sur les épaules des familles la responsabilité de la recherche de preuves. De manière générale, de nombreuses personnalités connues, qu'il s'agisse de responsables politiques ou de figures publiques, se sont exprimées, d'une façon ou d'une autre, au sujet de cette affaire. La célèbre psychiatre Maria Cordero s'est rendue dans la ville en septembre 2001, dans le cadre de sa participation à un congrès de psychiatrie. Interrogée au sujet de cette affaire complexe, elle déclara « Que les parents des jeunes filles disparues me pardonnent, mais je suis convaincue qu'elles ont quitté leur domicile à la recherche de meilleures perspectives économiques. » Elle estimait que leur départ était motivé par des conditions de vie défavorables. Maria Cordero prononça ces mots peu de temps avant que les corps des adolescentes ne soient retrouvés dans différentes mines abandonnées et décharges isolées. Le 3 octobre de l'année 2001, des événements décisifs sont venus relancer l'enquête. Un livreur d'œufs local circulait avec sa camionnette sur la route reliant Iquique à la route nationale numéro 5. Aux alentours de midi, il aperçut une jeune fille marchant seule au bord de la chaussée. Elle avait l'air hagard, sale et visiblement désorientée. Sans hésiter, l'homme s'arrêta et descendit de son véhicule pour lui demander si elle allait bien. L'adolescente, âgée de 13 ans, lui expliqua qu'un homme s'était montré violent envers elle avant de l'avoir jetée au fond d'un puits après lui avoir attaché les mains. Elle raconta avoir perdu connaissance pendant la chute, mais qu'à son réveil, elle avait réussi à défaire ses liens et à remonter à la surface. Elle s'était ensuite dirigée vers la route à la recherche d'aide. Elle fut conduite au poste de police, puis transportée d'urgence à l'hôpital régional. Les premiers examens médicaux révélèrent une fracture du crâne et de la clavicule droite, une contusion thoracique, une plaie frontale ainsi qu'une commotion cérébrale. Il fut également confirmé qu'elle avait été victime de sévices physiques. Très inquiet pour son état, le médecin traitant insista pour qu'elle lui raconte en détail ce qu'elle avait vécu, lui assurant qu'il ne voulait que l'aider. Il s'avéra par la suite que la jeune fille s'appelait Barbara. Lors de son entretien avec les forces de l'ordre, elle raconta qu'au petit matin, un homme se présentant comme chauffeur de taxi lui avait proposé de la conduire à son école. Barbara accepta, mais une fois installée dans le véhicule, elle comprit très vite qu'elle avait commis une erreur. Au bout d'un moment, l'homme sortit un couteau et lui ordonna de rester immobile, la menaçant de mort si elle ne lui obéissait pas. Il l'emmena jusqu'à une mine abandonnée, perdue en plein désert, où il mit son plan à exécution. Ils descendirent tous deux du véhicule, et l'agresseur obligea Barbara à s'agenouiller devant l'entrée de la mine. Il lui déclara alors qu'il avait déjà tué des jeunes filles comme elle. Barbara, terrorisée, le supplia de la laisser partir et tenta de l'apaiser, mais l'homme resta sourd à ses supplications. Soudain, il la poussa dans l'ouverture du puits et commença à lui lancer de lourdes pierres. Plusieurs d'entre elles la frappèrent à la tête, la plongeant dans l'inconscience. On peut dire que Barbara eut une chance inouïe. Elle atterrit sur une corniche située à environ 10 mètres de profondeur. Sans cela, elle aurait chuté jusqu'au fond de la mine, profonde de 200 mètres, et serait morte sur le coup. À son réveil, elle était coincée sous les pierres que l'homme avait jetées sur elle. Après quelques minutes, elle parvint à se dégager, puis tenta de remonter à la surface. Elle avait perdu beaucoup de sang, sa tête était gravement blessée, et elle perdit connaissance à plusieurs reprises sur le chemin. Pourtant, elle réussit à survivre et marcha sur environ 4 kilomètres avant de trouver de l'aide. Le lendemain, la mère de la jeune fille déposa une plainte pour enlèvement
viol et tentative de meurtre sur sa fille. À la suite de ce signalement, les forces de police lancèrent une opération afin d'interpeller le suspect. L'hypothèse selon laquelle l'auteur du crime n'était pas seulement un violeur, mais également un tueur en série, n'était pas écartée. À cette époque, aucun des policiers mobilisés pour l'enquête ne disposait d'expérience en matière de criminalité de ce type. De surcroît, les tueurs en série étaient extrêmement rares au Chili. Les autorités ne pouvaient alors se fier qu'aux témoignages de la jeune Barbara, rescapée de manière miraculeuse. Cette dernière livra plusieurs détails susceptibles de permettre l'identification de son agresseur. Elle décrivit un homme d'âge moyen, aux cheveux teints en noir, conduisant une voiture blanche et vêtu d'un t-shirt portant le logo de la municipalité. Elle se souvenait également que 2 petites peluches, représentant les personnages de la série pour enfants Bananas in Pyjama, étaient suspendues sous le rétroviseur du véhicule. Le lendemain matin, des policiers en faction à l'un des points de contrôle interpellèrent une voiture blanche. La description du véhicule appartenant au violeur et meurtrier présumé avait déjà été transmise à toutes les patrouilles de la région. Les agents ordonnèrent au conducteur de sortir du véhicule. Leur attention fut immédiatement attirée par les fameuses figurines de bananes suspendues au rétroviseur. Le conducteur, Julio Pérez Silva, âgé de 37 ans, ne montrait aucun signe de nervosité. Les policiers l'informèrent qu'il devait les accompagner au commissariat en raison d'une irrégularité présumée liée à la plaque d'immatriculation. Le suspect accepta sans opposer la moindre résistance. Il ne tenta ni de fuir, ni de se justifier. Toutefois, une fois arrivé au poste de police, son assurance s'évanouit. Il fut informé qu'il était placé en garde à vue pour un viol présumé commis la veille. Barbara reconnut le suspect sur une vidéo fournie par la police, enregistrée alors que l'homme se trouvait déjà en garde à vue. Elle identifia également sa voiture blanche, une Mazda Capella, les 2 figurines des bananes en pyjama suspendues au rétroviseur, ainsi que le couteau artisanal avec lequel il l'avait menacé. Dans les heures qui suivirent, Silva fut soumis à des prélèvements capillaires, sanguins et de liquide séminal. Il passa aussi un entretien psychologique et fit l'objet d'un relevé d'empreintes digitales. Sous la pression des enquêteurs, l'accusé admit avoir eu des relations sexuelles consenties avec Barbara, ce qui constitue un crime en raison de la minorité de la jeune fille. Il nia toutefois avoir tenté de la tuer ou être impliqué dans la disparition et le meurtre des autres adolescentes. En parallèle, une perquisition fut menée au domicile du suspect, qu'il partageait avec sa compagne, Nancy Boero, et leur fille. Celles-ci furent profondément bouleversées par l'arrivée des forces de l'ordre. Lors de la fouille, les enquêteurs découvrirent un t-shirt délavé portant le logo de la municipalité, exactement comme celui que Barbara avait décrit dans sa déposition. Julio n'était incarcéré que depuis 24 heures, mais la nouvelle de son arrestation faisait déjà la une de tous les journaux locaux. La police s'empressa d'en informer le président Ricardo Lagos, expliquant qu'un suspect avait été appréhendé dans l'affaire des disparitions de jeunes filles et qu'il pourrait s'agir d'un tueur en série. Cette révélation risquait de discréditer toutes les hypothèses publiquement avancées par les autorités, selon lesquelles les adolescentes auraient fui leur domicile pour se livrer à des activités illégales. Cela mettait également en lumière l'incompétence manifeste des responsables de l'enquête. Les forces de l'ordre poursuivirent leur pression sur Silva, espérant obtenir rapidement des aveux. Toutefois, le suspect persistait à nier les faits. Les méthodes utilisées pour le faire parler étaient pour le moins discutables. Il fut privé de nourriture, d'eau et de sommeil pendant 3 jours. Finalement, après un interrogatoire particulièrement dur mené le dimanche 7 octobre, Julio Silva avoua avoir tué 3 mineurs et avoir jeté leur corps au fond d'une mine abandonnée. Peu après, il admit l'existence d'autres victimes. Il précisa que certains corps avaient été enterrés dans différentes décharges. La police tenta de poursuivre les recherches discrètement, mais l'information fut rapidement divulguée à plusieurs rédactions de journaux nationaux. Les premiers corps furent retrouvés dans de petites décharges situées aux abords d'Iquique, le mardi 9 octobre. L'auteur présumé des crimes indiqua lui-même par la suite les lieux où, selon ses dires, il avait abandonné les restes de plusieurs jeunes victimes. Après la découverte des 4 premières dépouilles, il fut décidé de les transférer immédiatement à l'Institut médico-légal, les corps étant dans un état avancé de décomposition. Cette dégradation rendit l'identification des victimes particulièrement difficile.
Le 11 octobre, les familles des jeunes filles disparues furent convoquées à l'Institut médico-légal afin de procéder à l'identification des corps. La plupart des dépouilles purent être formellement reconnues. L'indignation du public ne tarda pas à éclater, et l'affaire secoua l'ensemble du pays. La pression exercée par la société sur les autorités s'accrut considérablement. Il apparut que de nombreuses disparitions n'avaient même pas été enregistrées dans les bases de données officielles. Entre-temps, les responsables politiques et administratifs commencèrent à se rejeter mutuellement la responsabilité, chacun tentant de se soustraire à ses devoirs. En conséquence, plusieurs hauts fonctionnaires furent contraints de démissionner. Cette affaire révéla l'ampleur des dysfonctionnements des services publics concernés et provoqua une véritable crise politique. La nouvelle de la capture d'un tueur en série fit la une des principaux journaux chiliens pendant plusieurs semaines. Le Chili n'avait pas connu de meurtres en série depuis l'année 1982, lorsque 2 policiers, surnommés les psychopathes de Viña del Mar, avaient assassiné 10 personnes. Les funérailles des victimes des psychopathes de l'Alto Hospicio eurent lieu le 15 octobre 2001 dans la cathédrale d'Iquique. De retour chez eux, les parents endeuillés s'interrogèrent longuement sur ce qu'ils auraient pu faire de plus. Dans la douleur et la pauvreté, ils avaient déployé des efforts considérables pour tenter de retrouver leurs enfants en vie. Ils ont véritablement donné l'exemple d'un combat acharné pour ceux qu'ils aimaient et ont appris à tout un pays à écouter, avec plus d'empathie et d'attention, les cris de détresse des plus vulnérables. Les psychiatres, les psychologues et les médecins légistes se sont longuement interrogés sur les raisons ayant poussé Julio Pérez Silva à commettre des crimes d'une telle brutalité. En vérité, l'homme lui-même était incapable de fournir une explication claire. Julio apparaissait comme quelqu'un de sérieux, réservé, obsédé par la propreté. Il semblait aimable au premier abord, mais ne s'était jamais lié d'amitié avec qui que ce soit. Julio Pérez Silva est né le 15 juillet 1963 dans la ville portuaire de Valparaíso. Ses anciens camarades et enseignants se souviennent de lui comme d'un élève calme et effacé. Issu d'une famille très modeste, il se rendait à l'école en sandales de caoutchouc, sans uniforme, ce qui faisait de lui la cible de nombreuses moqueries. Son père était un homme d'une extrême violence, qui frappait régulièrement sa femme et ses enfants. Dès son plus jeune âge, Julio a vécu dans la terreur. À l'âge de 7 ans, il s'est évanoui après que son père lui eut fracassé la tête contre un mur pour être entré dans une pièce sans autorisation. Terrifié, Julio a alors commencé à fuir la présence paternelle, cherchant à éviter tout contact avec lui. Selon ses propres déclarations, à l'âge de 11 ans, il aurait été victime d'attouchements de la part d'un adolescent plus âgé. Honteux, il avait choisi de garder le silence. À l'adolescence, il a fini par quitter l'école, découragé par ses mauvais résultats et un désintérêt croissant pour les études. D'après les quelques souvenirs de ceux qui ont connu Julio, son principal passe-temps durant l'enfance était le football. Il participait régulièrement à des tournois de quartier et faisait preuve d'une certaine habileté avec le ballon. Mais dès que les matchs se terminaient, il prenait une douche, s'habillait et repartait sans adresser la parole à personne. À l'âge de 22 ans, il se maria. Le couple eut rapidement 2 filles. Malheureusement, leur union ne dura pas longtemps. Par la suite, Silva fit la connaissance d'une autre femme, également mère de 2 jeunes enfants. Selon son entourage, il se montrait très attentionné, s'occupant des filles comme si elles étaient les siennes. Il travaillait régulièrement et passait pour un voisin aimable. Cependant, des rumeurs évoquant une tentative de viol sur l'une des filles mirent fin à cette relation. L'homme décida alors de s'installer dans le nord du pays, dans la ville d'Iquique, dans l'espoir de reconstruire sa vie. Quelques semaines après son arrivée, il rencontra Nancy Boero, une femme de 14 ans son aînée, mère de 6 filles. Ensemble, ils s'installèrent à Alto Hospicio, puis emménagèrent dans une modeste petite maison. À la mi-année 1998, Nancy parvint à vendre un petit terrain situé à Iquique. Grâce à l'argent de cette vente, elle décida d'offrir à son compagnon une voiture d'occasion et de lui payer des cours de conduite. À cette époque, Julio travaillait comme manutentionnaire, portant des sacs de sel, un métier mal rémunéré. La situation financière du couple étant de plus en plus difficile, Julio choisit de tenter sa chance comme chauffeur de taxi clandestin. C'est à ce moment-là que commença une série de disparitions inquiétantes dans la région. Certains voisins de Silva se rappellent qu'il passait beaucoup de temps à passer l'aspirateur et à nettoyer minutieusement l'intérieur de sa voiture, mais à l'époque,
personne ne s'en était formellement inquiété. Selon ses propres déclarations, Julio aurait commis son premier meurtre sans préméditation. Il raconta avoir fait la rencontre d'une adolescente qui aurait accepté d'avoir une relation sexuelle contre de l'argent. Une fois arrivé sur une plage isolée, il se serait rendu compte que la jeune fille tentait simplement de le tromper et de s'emparer de l'argent qu'il gardait dans sa boîte à gants. Pris d'une violente colère, il se serait alors rué sur elle et l'aurait frappée à la tête avec une pierre jusqu'à la tuer. Après le meurtre, une médaille en or ornée de l'emblème d'un club de football fut retrouvée sur les lieux du crime. Cette médaille s'avéra par la suite être un cadeau que sa compagne lui avait offert. Malheureusement, cet élément de preuve fut négligé. Le policier chargé de la scène de crime l'avait simplement emporté avec lui, la jugeant sans importance. Ce geste témoigne une fois de plus du manque de rigueur et de formation de certains membres des forces de l'ordre. Grâce à sa voiture, Julio pouvait se déplacer aisément dans les différents quartiers de la ville et inviter des jeunes filles à monter à bord. C'est ainsi que le tueur a commencé à aborder des adolescentes qui acceptaient de faire un tour dans les rues arides d'Alto Hospicio. Après plusieurs évaluations psychiatriques et psychologiques, il a été établi que Julio Silva souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale. Il présentait un comportement profondément asocial, l'empêchant de nouer des liens affectifs avec les autres. Malgré cela, il affichait extérieurement une attitude plutôt aimable. Il lui arrivait d'engager des conversations avec les personnes qu'il croisait. Sa compagne Nancy a affirmé que dans leur relation, il se montrait attentionné, affectueux et prévenant. Il lui préparait parfois le petit déjeuner au lit et lui faisait des massages. Elle a précisé qu'il ne s'était jamais comporté de manière agressive envers elle. Toutefois, elle a remarqué qu'à plusieurs reprises, elle l'avait surpris à regarder d'autres femmes avec une nervosité palpable et une excitation évidente. Par la suite, au fil de l'enquête, d'autres corps de jeunes filles disparus dans la région d'Alto Hospicio entre avril 1999 et août 2001 ont été découverts. Le 26 février 2004, Julio Pérez Silva a été reconnu coupable de 14 meurtres et d'une tentative de meurtre. Durant l'ensemble du procès, il est resté impassible. À aucun moment il n'a exprimé le moindre remords, ni présenté d'excuses aux familles endeuillées. Il s'est borné à nier son implication, affirmant que les policiers l'avaient piégé et forcé à endosser la responsabilité de crimes qu'il n'aurait pas commis. Selon ses dires, il aurait été battu et torturé le jour de son arrestation. Épuisé par la douleur, il aurait alors fini par avouer sous la contrainte. Face à ces accusations particulièrement graves, les autorités ont rapidement réagi en déclarant que Julio avait perdu tout sens de la réalité et mentait sciemment. Pourtant, malgré ces affirmations officielles, certains ont continué à nourrir des doutes. Peu après, diverses rumeurs ont commencé à circuler dans les médias chiliens. L'une des plus sombres insinuait que Julio et Barbara, la seule survivante, auraient eu une liaison. Selon cette rumeur, la jeune fille aurait aidé l'homme à attirer d'autres adolescentes dans sa voiture avant de les enlever. Toutefois, les familles des victimes ont rejeté catégoriquement cette hypothèse, réaffirmant leur pleine confiance envers Barbara et lui apportant leur soutien. Barbara n'a jamais pu achever ses études secondaires. Elle a fini par quitter la ville et aurait été aperçue plus tard vivant dans la misère, errant dans les rues, abandonnée par l'État. Julio Pérez Silva a d'abord été incarcéré à la prison d'Acha, avant d'être transféré en isolement dans un établissement pénitentiaire situé dans la région de la capitale. 4 gardiens se relaient jour et nuit pour surveiller ses moindres faits et gestes, dans le but de prévenir toute tentative de suicide qu'il aurait déjà envisagée à plusieurs reprises. Malgré son instabilité psychologique, Julio adopte parfois un comportement docile. Il écoute de la musique, regarde des films et s'adonne à des travaux manuels. Il est également autorisé, à de rares occasions, à jouer au football avec certains membres du personnel pénitentiaire. Toutefois, il n'a jamais été transféré dans une cellule collective. Cela serait impossible, car il risquerait d'être immédiatement lynché par les autres détenus qui ont déjà juré de le tuer dès qu'ils en auraient l'occasion. Les parents des victimes n'ont toujours pas reçu d'excuses dignes de ce nom de la part des autorités. Le président Ricardo Lagos leur a proposé, en guise de dédommagement, de modestes habitations de tout juste 25 mètres carrés, ainsi qu'une indemnité dérisoire de $200 à vie. Tout s'est passé le 26 juin 1988, dans un endroit appelé Live Oak Spring, situé dans l'État de Californie aux États-Unis. Irene May avait 23 ans, 3 enfants, et un jeune homme prénommé Bobby. Irene et Bobby étaient apparemment très dépendants l'un de l'autre.
À cause de cela, ils ont même perdu la garde de leurs enfants. De plus, peu avant les événements principaux, Bobby a été arrêté et Irène a été expulsée de son appartement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur situation était compliquée. Néanmoins, selon l'assistante sociale en charge de leurs enfants, Irène a bien essayé de refaire sa vie et de récupérer ses enfants. Mais elle n'y est jamais parvenue. Toutefois, n'allons pas trop vite en besogne. En raison de son expulsion imminente de l'appartement, la jeune femme doit trouver un nouveau lieu de résidence. Cheryl Baker, une amie proche d'Irène, ainsi que son compagnon George, l'ont aidée à déménager ses affaires dans un entrepôt de stockage temporaire. Pendant ce temps, Carrie Dalton, une femme de 39 ans, emménage dans l'ancien appartement d'Irène. Il fut un temps où Irène, Cheryl et Carrie avaient vécu ensemble dans ce même appartement. Dalton avait été arrêté quelque temps auparavant et venait de sortir de prison. En retrouvant ses anciennes amies, elle prit Cheryl à part pour lui parler d'Irène. Selon Baker, Carrie était déséquilibrée et ne cessait de répéter que les meubles de l'appartement lui appartenaient et qu'elle voulait les récupérer. Carrie déclara également qu'elle était à la recherche de bijoux volés et qu'elle pensait qu'Irène les avait dérobés. Finalement, Baker assura à Dalton qu'elle essaierait de retrouver ses bijoux parmi les affaires personnelles d'Irène et qu'elle l'en informerait si elle les découvrait. Peu de temps après, Carrie partit vaquer à ses propres affaires. Après avoir rangé le dernier lot d'objets dans l'entrepôt, Cheryl l'appela pour l'informer qu'elle n'avait toujours pas trouvé de bijoux parmi les affaires de May. Ce soir-là, vers 17h, Irène, Cheryl et George se rendirent chercher de la drogue. L'endroit où ils l'achetèrent se trouvait à l'angle d'une supérette. Alors qu'ils étaient tous les trois sur place, Carrie arriva dans son camion, accompagnée de son partenaire, Mark Tompkins. Quelques instants plus tard, Dalton et Mark demandèrent à Cheryl de leur prêter main forte pour retrouver une voiture volée appartenant à l'un de leurs amis communs. Irène et George décidèrent, quant à eux, d'accompagner Cheryl dans sa voiture. Alors qu'ils parcoururent le quartier à la recherche de la voiture volée, ils croisèrent une femme nommée Joanne Fedor. Peu avant cette rencontre, son camion était soudainement tombé en panne sur le bas-côté de la route et elle s'était arrêtée. Elle était accompagnée de ses enfants, âgés de 3 et 4 ans. Finalement, le groupe à la recherche de la voiture volée proposa à Joanne et à ses enfants de les emmener jusqu'à leur caravane, ce que Fedor accepta. Tôt le lendemain matin, Carrie et Cheryl se rendirent secrètement chez George. Irène était pratiquement la seule à le connaître, et tous les autres craignaient qu'il ne soit un informateur de la police. Cependant, ils ne purent jamais trouver quoi que ce soit qui prouvât réellement cette hypothèse. De retour à la caravane, Carrie s'empara immédiatement du sac à main de May. Elle le retourna et en jeta le contenu sur le sol. À ce moment-là, des bijoux tombèrent du sac d'Irène, ceux que Dalton cherchait depuis le début. Après avoir perdu son sang-froid, Carrie commença à donner des ordres à la jeune femme et à l'obliger à accomplir diverses tâches. Elle lui demanda notamment de nettoyer la caravane et de laver toute la vaisselle sale. D'après les témoins présents, Irène ne sembla pas effrayée par les agissements de Carrie. Un peu plus tard, Joanne entendit Carrie et Cheryl commencer à crier sur Irène. C'est alors qu'elles réalisèrent qu'elles avaient utilisé la même aiguille hypodermique malgré le fait qu'Irène fût atteinte d'hépatite. Quelques instants plus tard, Carrie commença à accuser Irène d'être un informateur de la police. Vers 8h du matin, Dalton demanda à May de préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Après le repas, Joanne aida Irène à faire la vaisselle. C'est alors que la jeune femme révéla qu'elle avait un couteau et qu'elle envisageait de s'en servir contre Carrie, car elle craignait pour sa vie. Joanne lui expliqua alors comment sortir de la caravane et lui conseilla de s'enfuir dès qu'une occasion se présenterait. May lui demanda ensuite de prévenir l'assistante sociale qu'elle avait déjà mentionné qu'elle ne pourrait probablement pas assister à la réunion. Après cette conversation, Cheryl et Mark quittèrent la caravane pour conduire Joanne et ses enfants chez son compagnon. Selon certains rapports, l'un d'entre eux se trouvait dans un centre de détention appelé La Cima. Le trajet jusqu'à l'établissement pénitentiaire dura environ 45 minutes. Pendant ce temps, Irène resta seule avec Carrie et George. Une fois sur place, Cheryl et Mark déposèrent Joanne et ses enfants, puis partirent chercher une nouvelle dose pour eux-mêmes et pour les autres.
Peu après, Johann leur dit qu'elle et les enfants retourneraient seuls à la caravane et qu'ils n'avaient pas besoin de venir les chercher. Quelques heures après leur départ, Carrie appela Mark et lui ordonna de laisser tomber tout ce qu'il faisait et de revenir à la caravane dès que possible. Sur le chemin du retour, il se tourna vers Cheryl et lui conseilla de faire comme si de rien n'était. Vers 4h30 de l'après-midi, ils retournèrent à la caravane. Cheryl entra la première dans la cuisine et trouva Irène attachée à une chaise recouverte d'un drap. Carrie expliqua qu'il y avait eu une bagarre entre les deux femmes, au cours de laquelle Irène avait tenté de s'enfuir. Peu après, Mark et George sortirent et Carrie accompagna Cheryl aux toilettes. Là, Dalton sortit plusieurs aiguilles hypodermiques de sa poche. Elle les montra à Baker et lui révéla que les seringues étaient déjà remplies d'acide de batterie. Carrie déclara alors qu'elle allait injecter cet acide à Irène. Dalton confia également à Baker qu'elle devait elle aussi être impliquée dans le meurtre, car seule une telle participation l'empêcherait de signaler l'affaire à la police. Elles retournèrent ensuite dans la cuisine et Carrie administra une forte dose de sédatif à Irène. Elle tendit ensuite l'une des seringues à Cheryl et lui demanda d'en injecter le contenu dans la veine de May. En entendant cela, la jeune femme s'écria aussitôt « Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît, ne faites pas ça ». Mais ses paroles restèrent sans réponse. Pendant ce temps, Cheryl tenta de trouver une veine sur May sans jamais y parvenir. Finalement, Carrie s'empara d'une seringue et planta l'aiguille dans la jambe de la jeune femme. Contrairement aux attentes, l'acide n'entra pas dans la veine et n'eut donc pas l'effet escompté. Lorsqu'elle comprit cela, Dalton sortit de la caravane pour appeler Mark et George. Son partenaire entra, saisit un marteau et commença à frapper Irène. Environ 1 minute plus tard, Carrie ouvrit un placard de la cuisine et en sortit une lourde poêle en fonte. Elle s'en servit pour fracasser les rotules de May. Toujours pas satisfaits, Dalton et Mark s'emparèrent d'un fil de fer dénudé et commencèrent à électrocuter la jeune femme. Ainsi, en l'espace de quelques minutes, Irène reçut une injection d'acide, fut électrocutée et sauvagement battue. Et malgré tout cela, elle était encore en vie. Mark la tortura ensuite avec un tournevis puis prit un couteau et la poignarda à 2 reprises dans la poitrine. Peu après le second coup, Irène mourut. Carrie et Cheryl s'occupèrent alors du nettoyage tandis que Mark et George enveloppèrent le corps dans un drap et le chargèrent dans le camion. Ils conduisirent ensuite le corps jusqu'à une réserve indienne voisine où ils le démembrèrent en plusieurs petits morceaux. On sait qu'ils enterrèrent chacun de ces morceaux dans un endroit différent de la réserve afin de compliquer la tâche de la police. Pendant que les 2 hommes s'éloignaient de la caravane, Carrie et Cheryl avaient déjà commencé à rassembler les objets utilisés pour torturer et tuer Irène. Johann et ses enfants rentrèrent chez eux aux alentours de 18h. À leur arrivée, la caravane était encore dans un état lamentable. Selon elle, la literie, une chaise et quelques vêtements avaient disparu. Finalement, Johann demanda à Carrie ce qui s'était passé pendant son absence. Cette dernière répondit qu'elle s'était disputée avec Irène et l'avait chassée de la caravane. Dalton ajouta que Carrie s'était accidentellement coupée avec un couteau, tachant plusieurs draps de sang, mais qu'elle comptait les emporter pour les nettoyer. En ce qui concerne Mark et George, il convient de préciser qu'ils revinrent à la caravane vers 20h. Selon Johann, les 2 hommes étaient couverts de poussière et de saleté de la tête aux pieds. Aux alentours de 9h30, Carrie, Mark et George quittèrent la caravane. Dès leur départ, Johann téléphona à la police pour signaler un cambriolage. En attendant l'arrivée des autorités, elle découvrit de nombreuses taches de sang, un tournevis dont l'extrémité était couverte de cheveux et de peau, ainsi qu'un pain de savon portant des marques de dents. L'adjoint David Wilson arriva au domicile de Johann vers 21h. Selon lui, il remarqua immédiatement qu'elle était sous l'emprise de substances illicites. La femme se comportait de manière peu naturelle et présentait des troubles de l'élocution. L'adjoint lui demanda ce qui manquait exactement dans sa caravane et elle répondit qu'une poubelle jaune avait disparu. Elle déclara également avoir trouvé un oreiller couvert de taches de sang dans une boîte en carton directement sous sa caravane. En entendant cela, Wilson sortit une lampe de poche et examina la caravane sous plusieurs angles.
Toutefois, il ne trouva rien qui corresponde à la description. Il inspecta également l'intérieur et eut l'impression que tout était en ordre. Dans l'ensemble, seuls les vêtements sales éparpillés sur le sol attirèrent son attention. Wilson confirma par la suite qu'il n'y avait aucune trace de sang ni aucun indice d'effraction ou d'autres crimes dans la caravane. Il déclara également que Johann s'était simplement contenté de signaler une éclaboussure de sang, sans mentionner le tournevis qu'elle prétendait avoir trouvé. Quelque temps après le départ de Wilson, Cheryl, Kerry, Mark et George se débarrassèrent de tous les objets qu'ils avaient utilisés pour tuer Irene, notamment une poêle à frire, un marteau et des seringues. Tous les quatre s'installèrent ensuite dans un motel pour discuter à nouveau de la situation. Au cours de cette conversation, Mark suggéra de retourner à la caravane de Johann et d'y mettre le feu afin de s'assurer que toutes les preuves soient bien détruites. Toutefois, il fut convenu que ce n'était pas une bonne idée, car Johann vivait avec ses enfants. Peu après la disparition d'Irene, les premières rumeurs commencèrent à circuler quant à ce qui lui était arrivé. Cheryl affirma qu'elle craignait réellement que Kerry et Mark ne tentent un jour de lui ôter la vie pour l'empêcher de révéler à la police ce qu'elle savait. Elle déclara également que Kerry avait discuté de la situation avec elle et lui avait suggéré d'attaquer Mark afin que si les restes d'Irene étaient découverts, il puisse lui en faire porter la responsabilité. Peu après, l'assistante sociale chargée des enfants d'Irene signala sa disparition. C'est à ce moment-là que les choses prirent une tournure beaucoup plus étrange. L'on suppose que Bobby May, le mari d'Irene, ne l'avait pas vue depuis le 17 juin 1988, en raison de son incarcération. Toutefois, Bobby affirma avoir rencontré Irene une fois, après sa libération en juillet de la même année, et ne plus jamais l'avoir revue. En août 1988, environ 2 mois après la disparition d'Irene, une assistante sociale rendit visite à Johann et constata que quelque chose n'allait vraiment pas chez elle. Selon ses observations, la femme semblait nerveuse, voire effrayée. Lorsqu'elle lui demanda ce qui n'allait pas, Johann se leva de son siège et lui demanda de la suivre. Elle lui fit faire le tour de la caravane et lui montra de petites taches ressemblant à du sang. Johann expliqua qu'elle pensait que quelque chose de terrible s'était produit dans cette caravane. Elle demanda ensuite à l'assistante sociale si elle pouvait apporter certains objets à la police. Parmi ces objets figuraient un petit couteau et un radiateur portable, tous deux tachés de sang. Par la suite, l'assistante sociale accéda à sa demande et remit les objets à la police. Les 15 septembre et 16 novembre 1988, les agents de la police scientifique fouillèrent la caravane de Johann à la recherche de taches de sang. Ils n'en trouvèrent aucune. Le couteau et le radiateur portable qu'elle leur avait remis furent également examinés par les experts. Aucune trace de sang ne fut finalement détectée sur ces objets. L'oreiller ensanglanté et le tournevis mentionné par Johann ne furent pas non plus retrouvés. À la fin de l'année 1988, dans le cadre de l'enquête en cours, l'on demanda à une amie de Cheryl si elle acceptait de devenir informatrice dans l'affaire concernant Irene. Elle accepta immédiatement et entama une conversation téléphonique avec Cheryl. Cette dernière ignorait apparemment que ses propos étaient enregistrés. Au cours de l'une de ces conversations, Cheryl aurait donné quelques détails sur ce qui était arrivé à Irene. Malheureusement, je n'ai jamais pu retrouver ces détails. Il semble toutefois que la police n'en ait pas obtenu suffisamment. Bien plus tard, en juillet 1991, la police mena une série de recherches infructueuses pour retrouver les restes de la jeune fille. Des dizaines de policiers, accompagnés de chiens spécialement entraînés à la détection de restes humains, cherchèrent le corps d'Irene. L'on sait que certaines de ces recherches furent menées dans une réserve indienne, d'autres sur le territoire du parc de caravanes où Johann avait vécu. Au début du mois d'août de la même année, plusieurs collecteurs d'échantillons d'ADN effectuèrent une nouvelle fouille de la caravane de Johann. Cette fois, ils parvinrent à détecter de petites taches de sang dans le salon et dans la chambre à coucher. Peu après, d'autres opérations furent menées dans la caravane. Toutefois, en raison du volume insuffisant de sang et de l'ancienneté des taches, les échantillons ne permirent jamais d'obtenir les résultats escomptés. Le 31 octobre 1991, l'on demanda à Johann d'identifier les personnes présentes dans la caravane peu avant la disparition d'Irene. Elle parvint à identifier Kerry,
Mark et Cheryl en consultant leurs photographies dans la base de données de la police. Celle-ci avait également reçu un rapport anonyme d'un homme affirmant que Kerry, Mark, Cheryl et un certain George avaient assassiné Irene de manière brutale. Pour autant que je sache, de 1988 à 1992, Kerry, Mark et Cheryl furent convoqués à plusieurs reprises au poste de police pour y être interrogés, mais ce n'est qu'en 1992 que l'enquête progressa véritablement. C'est au cours de cette même année que Kerry, Mark et Cheryl furent arrêtés. Peu après, Cheryl, ayant appris que sa conversation avec son ami avait été enregistrée, fit l'une de ses nombreuses confessions. Dans un premier temps, elle affirma qu'elle ne savait pas exactement qui se trouvait sous le drap ce jour-là, mais elle changea ensuite de version. Cheryl avoua ainsi sa participation directe à la torture et au mauvais traitement infligé à Irene, fournissant un compte-rendu détaillé des faits. Elle accusa également Mark, Kerry et George dans ses nouveaux aveux. Il est vrai que la police ne parvint jamais à retrouver cet homme. Il semble même qu'elle n'ait jamais été certaine que George fût son véritable nom. Pendant ce temps, Mark fit également des aveux et révéla son implication dans le crime. Quant à Kerry, elle continua de clamer son innocence, affirmant que les déclarations de Cheryl et de Mark avaient été fabriquées par la police et étaient entièrement fausses. Quoi qu'il en soit, les trois suspects furent formellement inculpés. Même si Kerry persistait à nier avoir tué la jeune fille, plusieurs autres personnes soutenaient le contraire. L'une d'entre elles était Lori Carlisle, une femme connue pour sa tendance à mentir. Peu après avoir été accusée de meurtre, Lori Carlisle fut placée dans la même cellule que Kerry. Selon ses dires, c'est Kerry elle-même qui lui aurait raconté comment, avec Cheryl, Mark et une autre personne, ils avaient tué Irene dans un endroit appelé Live Oak Spring. Une autre personne ayant témoigné contre Kerry est Patricia Collins, son amie proche. Elle avait entendu parler de ce qui était arrivé à Irene et avait décidé d'interroger Kerry sur les raisons de son geste. Selon Madame Collins, Kerry lui aurait répondu qu'Irene était une balance qui méritait de mourir, sans entrer dans les détails. Patricia Collins a également précisé que Kerry pensait que l'affaire ne serait jamais instruite car la police n'avait pas retrouvé le corps. Compte tenu de tous ces éléments, les autorités ont proposé à Kerry une négociation de peine qu'elle a refusée. Malgré toutes les preuves, elle a continué à clamer son innocence et à nier les faits qui lui étaient reprochés. Peu après, un homme nommé Donald McNeely contacta la police. Il avait partagé la même cellule que Mark quelque temps auparavant. Ce dernier lui avait raconté en détail ce qui était arrivé à Irene. Donald ajouta que Mark avait précisé que le meurtre n'avait pas été facile à commettre. Selon lui, leur plan initial consistait à lui injecter de l'acide de batterie dans une veine, mais ils avaient finalement décidé de la torturer. Poursuivant son récit, Mark révéla s'être servi d'un tournevis, d'un couteau et d'une poêle à frire pour lui écraser les rotules. Donald se souvenait également que Mark avait déclaré avoir placé le corps dans un camion, l'avoir transporté jusqu'à la réserve, puis l'avoir démembré et enterré en différents endroits. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où les trois individus ont été arrêtés et formellement inculpés, la police n'a jamais réussi à retrouver l'arme du crime, à mettre en évidence des traces d'ADN, ni à localiser les restes d'Irene. Malgré cela, le procès principal de l'affaire a débuté en février 1995. Il est important de noter que Kerry a été jugé séparément de ses complices présumés. La plupart des éléments que j'ai déjà mentionnés ont été présentés au cours du procès. Joanne, comme prévu, a témoigné devant le tribunal et a décrit l'état de sa caravane, ainsi que la découverte d'un tournevis portant des traces de sang, de cheveux et de peau humaine. De son côté, l'adjoint David Wilson, qui avait inspecté la caravane peu après l'appel de Joanne, a déclaré n'avoir trouvé aucune trace de sang ni aucun autre signe indiquant qu'un meurtre avait été commis à cet endroit. Il a également précisé qu'il pensait que Joanne était sous l'influence de substances illégales au moment de l'inspection. Le procureur présenta ensuite les témoignages de divers témoins que j'ai déjà mentionnés, ainsi que de nombreux autres éléments de preuves circonstancielles. Il fut également annoncé au cours du procès que les autorités avaient procédé à une vérification approfondie de toutes les hypothèses selon lesquelles Irene serait encore en vie. Tous les noms et pseudonymes utilisés par la jeune fille dans la vie réelle furent ainsi examinés. Parmi eux figuraient des noms tels que Louise Clare, Irene Louise Clare,
Irene May, Melan May et Irene Miller. Comme je l'ai indiqué, les autorités vérifièrent tous ces noms dans l'ensemble des États, et la seule chose qu'elles purent trouver fut qu'une certaine Irene May avait été arrêtée au début du mois de juin 1988. Toutefois, cette affaire avait déjà été classée. En d'autres termes, il n'existait aucune preuve qu'elle était toujours en vie. D'ailleurs, si elle s'était enfuie, il est probable que ses empreintes digitales auraient été retrouvées. Le procureur fit également appel à l'assistante sociale qui s'était occupée des enfants d'Irene May. Elle s'appelait Nina Tucker. Cette dernière déclara que la disparue faisait tout son possible pour récupérer ses enfants un jour. Peu avant sa disparition, Irene May avait avoué à Nina qu'elle avait beaucoup de mal à gérer sa dépendance. Elle lui avait également confié qu'elle voulait retrouver ses enfants. Apparemment, Irene était fatiguée de cette vie et souhaitait vraiment changer. Elles avaient organisé une réunion pour le 27 juin à 9 h du matin. Cette réunion devait aboutir à l'élaboration d'un plan d'action spécial pour le retour des enfants. Nina rappela également que la jeune femme avait une attitude positive et croyait en une issue favorable. Mais bien entendu, Irene ne se présenta jamais à cette réunion. Néanmoins, tout le reste indiquait qu'elle désirait récupérer ses enfants, ce qui signifiait qu'elle n'aurait jamais choisi de les abandonner. De plus, une note manuscrite rédigée par Kerry fut présentée au cours du procès. Elle semblait être adressée à l'un de ses amis les plus proches. En voici le contenu approximatif. « Ne vous inquiétez pas, ils n'ont rien et n'auront jamais rien. Je sors le 2 février. Ensuite, nous devrons partir. Fais cela pour moi. Trouve-moi un endroit où me cacher. Je sais qu'ils doivent me libérer. Et s'ils le font, je dois disparaître. Aidez-moi. Je vous aime beaucoup. » Vers la fin du procès, le procureur avança la théorie selon laquelle Kerry avait décidé de tuer Irene pour plusieurs raisons. Notamment en raison du vol de meubles et de bijoux, parce qu'elles avaient utilisé les mêmes aiguilles hypodermiques sans savoir qu'Irene était atteinte d'hépatite, et enfin parce qu'elle pensait qu'Irene était un informateur de la police. Cette version paraît logique, du moins si l'on ne tient pas compte du témoignage du mari d'Irene, resté inflexible, qui affirmait avoir personnellement vu la jeune femme un mois après son prétendu assassinat. C'est cette circonstance qui, selon moi, rend cette affaire particulièrement singulière. En réalité, les autorités ne disposaient que des aveux de Cheryl et de Mark, ainsi que des témoignages de criminels. Et, de toute évidence, ces personnes ne pouvaient tout simplement pas être considérées comme des témoins fiables. Malgré cela, les 3 accusés furent reconnus coupables du meurtre d'Irene May. Cheryl Ann Baker fut condamnée à 15 ans de prison. Mark Lee Tompkins fut condamné à 25 ans de prison. Quant à Kerry Lynn Dalton, elle fut condamnée à mort. Le président du jury déclara que le verdict avait été rendu en raison de la nature de l'infraction. Et malgré l'absence de preuves matérielles significatives pour étayer la thèse de l'accusation, le jury estima que les nombreuses déclarations des témoins étaient plus que suffisantes pour parvenir à un tel verdict. Il est également important de noter que l'homme connu uniquement sous le nom de George n'a jamais été retrouvé. Il en va de même pour les restes d'Irene May. Kerry Lynn Dalton est toujours dans le couloir de la mort et continue de clamer son innocence. Sa sœur, Victoria Ann Thorpe, la soutient sur son blog. Convaincue de l'innocence de sa sœur, elle a même écrit un livre dans lequel elle tente de démontrer cette innocence. Cette affaire est considérée comme particulièrement étrange pour de nombreuses raisons par plusieurs observateurs. L'une d'entre elles est qu'une personne a été reconnue coupable malgré l'absence de preuves matérielles. Je me demande s'il s'agit d'une pratique courante dans ce genre d'affaires ou plutôt d'une exception à la règle. Beaucoup ont également trouvé étrange que Bobby May ait affirmé avoir vu Irene en juillet 1988, soit environ 1 mois après son prétendu assassinat. Il convient également de mentionner que les voisins de Joanne, dans la caravane, n'ont pas entendu de cris ce matin-là. Toutefois, l'absence de cris pourrait s'expliquer par l'utilisation du savon qui aurait servi à bâillonner la jeune femme disparue. Le cas du tueur en série belgo-hongrois András Pandi est sans doute l'un des plus troublants de l'histoire européenne. L'ampleur réelle de ces crimes continue de susciter des interrogations, probablement en raison à la fois de sa capacité personnelle à dissimuler ses actes aux yeux des autres et de la négligence des autorités chargées de l'application de la loi.
Dans le même temps, l'affaire Andras Pandy a provoqué une vive émotion au sein de l'opinion publique et donné lieu à de nombreux débats sur l'efficacité de la police ainsi que sur la méfiance envers les grandes figures religieuses. Elle a également mis en lumière de graves lacunes du système judiciaire et de la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des enfants et les atteintes à leur intégrité sexuelle. Le dimanche 20 octobre 1996, plus de 300 000 personnes défilèrent dans les rues du centre de Bruxelles, capitale de la Belgique. Cette manifestation historique, connue internationalement sous le nom de Marche blanche, fut l'une des plus importantes protestations contre l'intervention inefficace et tardive du gouvernement dans l'enquête sur plusieurs crimes flagrants. L'un de ces crimes était l'affaire très médiatisée du psychopathe Marc Dutroux, accusé de l'enlèvement, de l'agression sexuelle et du meurtre de plusieurs jeunes filles mineures au milieu des années 90. Dutroux devint ainsi non seulement le tueur en série le plus tristement célèbre de l'histoire de la Belgique, mais il contribua également à révéler une série d'erreurs graves de la part des autorités, erreurs qui lui permirent, ainsi qu'à d'autres criminels, de poursuivre leurs activités pendant des années. Dans le même temps, le fait que les disparitions des victimes de Marc Dutroux n'aient pas fait l'objet d'une enquête approfondie sapa la confiance du public dans la plupart des institutions de l'État, ainsi que dans le système judiciaire dans son ensemble. Peu après cet événement, des sources d'informations indépendantes s'accordèrent à dire que Marc Dutroux aurait pu être lié à un groupe de personnes influentes, voire bénéficier du patronage du gouvernement et de la police. Marc Dutroux fut arrêté le 13 août 1996, et ce fut à ce moment-là que ses antécédents criminels choquèrent la majorité des habitants du pays. Comme je l'ai mentionné précédemment, de nombreux Belges perdirent confiance dans les autorités et la célèbre Marche blanche devint non seulement un symbole d'unité populaire, mais établit également une nouvelle norme quant à la manière dont les autorités doivent traiter des questions graves, telles que les cas de maltraitance d'enfants. Après cette manifestation, qui fit immédiatement la une de la plupart des publications mondiales, la commission parlementaire belge décida de rouvrir les enquêtes sur certains cas de disparition. À peu près à la même époque, les autorités prirent connaissance d'une déclaration extrêmement troublante faite en 1992 par une femme de 33 ans, Agnès Pandy. Elle savait qu'elle avait porté plainte contre son père biologique pour atteinte à son intégrité sexuelle, ainsi que pour avoir sollicité l'intimité de sa demi-sœur Timéa. Agnès avait également signalé la disparition mystérieuse d'autres membres de sa famille. Elle mentionna notamment sa belle-mère, Edith Fintor, ainsi qu'une autre demi-sœur, Andrea, sa mère biologique, Ilona Sores et ses frères, Daniel et Zoltan. Il fut révélé plus tard que le père d'Agnès était Andras Pandy, un pasteur bien connu de l'Église protestante unie et un membre respecté de la communauté ecclésiastique locale. Bien que les allégations fussent sérieuses, les officiers de police se montrèrent quelque peu sceptiques quant aux déclarations d'Agnès. Selon eux, elle semblait nerveuse au moment de sa déposition, et certains de ses propos apparaissaient contradictoires. Quoi qu'il en soit, Pandy fut interrogé par la police et nia toute implication dans ces événements. Selon certains rapports, Andras Pandy signala pour la première fois la disparition de sa seconde épouse, Edith Fintor, et de leur fille Andrea, âgée de 14 ans, en 1986. Il déclara avoir découvert que sa femme lui avait été infidèle, ce qui expliquerait selon lui qu'elle ait emmené leur fille commune et se soit enfuie en Allemagne pour vivre avec son amant. Quant à sa première épouse, Ilona Sores, Pandy affirma qu'elle était retournée en Hongrie, emmenant avec elle leur fils, Daniel et Zoltan. Pour prouver qu'ils étaient toujours en vie, Andras Pandy présenta plusieurs photographies prétendument prises par Ilona elle-même. Par ailleurs, il fournit également des lettres, soi-disant écrites par la femme et leurs enfants communs, ainsi que des cartes postales prétendument envoyées depuis Israël, les États-Unis et le Brésil. Enfin, Pandy déclara qu'Agnès souffrait de troubles mentaux, qu'elle était amoureuse de lui et jalouse de ses relations avec d'autres femmes. Quoi qu'il en soit, les policiers crurent aux paroles de Pandy. Dès le lendemain, Agnès elle-même retira sa plainte. Par conséquent, presque tout le monde au poste de police oublia l'affaire. Cependant,
L'un des policiers, l'inspecteur Tamazi, ne crut pas aux explications de Pandy et avoua même à un collègue qu'il pensait que le pasteur était impliqué dans la disparition de ses proches. Toutefois, lorsque les supérieurs de Tamazi en furent informés, ils lui ordonnèrent de mettre de côté ses soupçons et de se concentrer sur les affaires courantes. Rien d'étonnant à cela. Comme je l'ai mentionné, Andras Pandy était un membre influent de la communauté religieuse locale, tandis que sa fille Agnès paraissait instable. Ironiquement, à peu près à la même époque, des ouvriers municipaux qui reconstruisaient un canal non loin de l'une des maisons de Pandy, en plein cœur de Bruxelles, découvrirent une poignée d'ossements humains. Bien entendu, personne ne chercha alors à relier ces restes aux proches disparus du pasteur. De manière générale, l'affaire semblait oubliée. Cependant, plusieurs années plus tard, l'inspecteur Tamazi accorda une brève interview à un journal hongrois, dans laquelle il déclara que, pendant tout ce temps, il avait poursuivi sa propre enquête, en dépit des ordres de ses supérieurs. Bien qu'il ait personnellement contacté le département hongrois des personnes disparues, aucune nouvelle information concernant le lieu où se trouvaient les membres de la famille Pandy ne fut découverte. À la fin de l'année 1996, après le retentissant scandale de l'affaire du trou, Tamazi estima qu'il était temps d'ouvrir une enquête plus approfondie. Il étudia donc à nouveau les archives et, après des semaines de travail acharné, parvint à découvrir qu'Edith Fintor, la seconde épouse du pasteur, avait encore de la famille en Belgique. Cependant, juste avant que Tamazi ne tente de les retrouver, il fut victime d'un grave accident de voiture et dut être hospitalisé. Cette fois-ci, ce furent les autorités belges elles-mêmes qui décidèrent de rouvrir officiellement l'enquête sur l'affaire Andras Pandy. Il est important de noter qu'Agnès, qui avait fait sa déclaration au sujet de son père environ 5 ans plus tôt, fut relativement facile à retrouver. Elle travaillait alors au département cartographique de la célèbre bibliothèque royale belge Albert Ier. Finalement, le procureur général de la police judiciaire de Bruxelles prit contact avec Agnès et la convoqua pour témoigner. Cette fois-ci, Agnès admit que les membres de sa famille n'avaient pas disparu, comme elle l'avait précédemment affirmé, mais qu'ils avaient été assassinés par elle-même et son père. Ces déclarations suscitèrent naturellement le scepticisme des policiers. Toutefois, ils ne tardèrent pas à comprendre qu'ils étaient confrontés à un cas aussi horrible que celui de Marc Dutroux. Selon Agnès, en août 1986, son père tua sa seconde épouse, Edith Fintor, ainsi que 3 de ses enfants, Daniel, Zoltan et Andrea. Agnès admit également avoir participé au meurtre de son propre frère, Daniel, et avoir tué sa mère biologique, Ilona Sores. Bien qu'Agnès ait reconnu avoir été la complice de son père dans la plupart des crimes, une disparition demeurait étrangère à son implication, celle de sa sœur Thunder, survenue en 1990. Selon le témoignage d'Agnès, 3 des victimes furent tuées d'une balle dans la tête, tandis que les autres furent matraqués à l'aide d'un simple marteau. Leurs corps furent ensuite démembrés dans la cave de l'une des maisons. Les restes furent placés dans une baignoire et dissous avec un produit destiné au nettoyage des égouts, agissant presque comme de l'acide. Ce qui subsistait des corps fut ensuite transporté dans un abattoir voisin, où les restes furent découpés comme de la viande de porc, puis jetés dans des sacs avec d'autres déchets. Elle déclara également que pendant toutes ces années, elle vécut dans une véritable terreur avec son fils et ses 3 autres frères et sœurs, et que son père avait commencé à adopter un comportement inapproprié dès qu'elle eut atteint l'âge de 11 ans. Selon ses dires, en plus d'elle, l'homme incita également sa demi-sœur, Timéa, à entretenir des relations déplacées avec lui, et toutes 2 tombèrent enceintes à la suite de ces abus. Le témoignage d'Agnès était si bouleversant que la police se rendit immédiatement au domicile de Pandy pour l'arrêter. Le même jour, les médias montrèrent le pasteur de 70 ans, escorté hors de sa maison par les forces de l'ordre. Et malgré les menottes passées à ses poignets, son expression faciale demeurait étrangement imperturbable. La Belgique se retrouva ainsi une nouvelle fois confrontée à une affaire de disparition multiple et d'atteinte grave aux droits des enfants. Quant à Andras Pandy, il naquit le 1er juin 1927 à Chop, une ville qui faisait alors partie de la Tchécoslovaquie. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information sur son enfance et sa jeunesse.
Je sais seulement qu'il fut élevé dans une famille religieuse et qu'après avoir terminé ses études secondaires, il poursuivit des études de théologie. Dans une interview ultérieure, ses anciens camarades de classe déclarèrent qu'il s'agissait d'une personne calme et distante, avec laquelle il était difficile d'échanger ne serait-ce que quelques mots. Pourtant, il obtenait d'excellentes notes. Selon certaines sources, András aurait rencontré sa première épouse, Ilona Sores, au milieu des années 1950. En 1956, après l'échec de la révolution hongroise contre le régime communiste en place, le couple se réfugia en Belgique. Peu après, András devint pasteur de la congrégation protestante hongroise de Bruxelles et professeur de religion à l'Église protestante unie. Bien que Pandy n'ait jamais été particulièrement communicatif, il possédait sans aucun doute un pouvoir de persuasion considérable pour influencer ses paroissiens. Il reçut ainsi des dons extrêmement généreux qui lui permirent d'acheter plusieurs terrains à Bruxelles. Le 28 janvier 1958, András et son épouse eurent leur premier enfant, Agnès. Elle fut suivie par 2 garçons, Daniel, né en 1961, et Zoltán, né en 1966. Peu après la naissance de Zoltán, le couple connut ses premiers problèmes sérieux. En d'autres termes, la relation entre András et Ilona commença à se détériorer rapidement. Cela n'a rien de surprenant. Pandy avait toujours été une personne froide et autoritaire, nourrissant des pensées paranoïaques et adoptant une attitude méprisante envers les membres de sa famille. Il contrôlait chaque détail de leur vie, leur dictant comment penser, regarder, s'exprimer et s'habiller. Vers la fin de l'année 1966, András rompit avec Ilona, l'accusant d'infidélité. Elle finit par retourner en Hongrie avec ses 2 plus jeunes enfants, laissant Agnès à la charge de son père. Comme indiqué précédemment, lorsque la fillette eut 11 ans, l'homme commença à adopter un comportement gravement inapproprié envers elle, sous prétexte de la préparer à l'âge adulte. En réalité, Pandy était un prédateur manipulateur, incapable de se limiter à ses agissements. Il recherchait également des contacts avec d'autres femmes qu'il rencontrait par le biais des pages « Rencontres » des journaux hongrois. Au début des années 1970, Pandy fit la connaissance d'Edith Fintor, une femme mariée ayant 3 filles issues de 2 unions précédentes. Timéa, âgée de 15 ans, Tunde, 8 ans, et Andrea, 7 ans. Au départ, leur relation resta secrète, mais en 1979, Edith décida de quitter son mari pour épouser Pandy. Par la suite, le couple eut 2 autres enfants, un garçon, nommé András Jr., et une fille, Reka. Si, de l'extérieur, le couple semblait toujours uni et heureux, la réalité au sein du foyer était bien différente et marquée par l'autorité absolue exercée par András Pandy. Vers 1984, Pandy recommença à montrer des signes de comportement tyrannique et déplacé. Il avait continué à exercer son emprise sur Agnès au fil des années et, à un moment donné, il commença également à s'en prendre à sa belle-fille, Timéa. En 1986, cette dernière tomba enceinte de Pandy, ce qui provoqua un grave conflit au sein de la famille. Sous l'influence de son père et poussée par la jalousie, Agnès tenta d'agresser Timéa en la frappant à la tête avec une barre de fer. Heureusement, la jeune fille ne fut que légèrement blessée. À sa sortie de l'hôpital, elle se rendit immédiatement chez le commissaire pour porter plainte, mais sa démarche n'aboutit à aucune suite. Selon certaines sources, Agnès aurait été manipulée par son père, qui lui aurait fait croire que la grossesse de sa demi-sœur menaçait de détruire leur famille, et qu'il serait préférable de régler le problème ensemble. Malheureusement, je ne dispose d'aucune preuve formelle à ce sujet. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'à cette époque, Agnès était elle-même enceinte de son père. Afin d'éviter tout problème judiciaire, Pandy décida de l'envoyer chez sa mère en Hongrie. Quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, Timéa donna naissance à un enfant. Fatiguée des mauvais traitements et sentant que sa vie était en danger, elle se réfugia chez des parents éloignés vivant à Vancouver. Elle se maria ensuite et s'installa en Hongrie avec son mari et son fils. Après tous les traumatismes qu'elle avait subis, Timéa ne reprit plus jamais contact avec les membres de son ancienne famille. Cependant, avant même de partir pour le Canada,
La jeune fille confia à sa mère que son enfant était le résultat d'atteintes répétées à son intégrité commises par son beau-père. Cette révélation provoqua plusieurs disputes violentes entre Edith et Pandy. Peu après ces querelles, la femme et sa seconde fille, Andrea, disparurent soudainement. À première vue, Pandy semblait sincèrement troublé par le départ inexpliqué de sa femme. Lors de ses conversations avec ses connaissances, il affirmait qu'Edith était partie avec un autre homme. Pandy leur montra même un télégramme prétendument signé par Edith, dans lequel elle disait ne plus vouloir avoir de contact avec lui. En réalité, il avait tué sa femme et sa belle-fille peu de temps auparavant, avec l'aide de sa fille Agnès, revenue spécialement de Hongrie. Quelque temps plus tard, en 1988, Agnès retourna avec son fils dans la capitale belge pour vivre à nouveau avec son père. Après son retour, elle raconta à d'autres membres de la famille que sa mère et ses frères étaient partis en France pour une courte période et qu'ils envisageaient de s'installer en Amérique du Sud. Cependant, ces propos n'avaient aucun sens car ils avaient en réalité été assassinés de sang-froid. La dernière disparition d'un membre de cette famille dysfonctionnelle eut lieu en 1990. À cette époque, Pandy vivait avec Agnès et leur fils commun, ainsi qu'avec 3 autres enfants, Andras Junior, Reka et Tunde, qui allaient devenir la prochaine victime. Dans sa déclaration ultérieure, Agnès expliqua qu'un jour, son père les avait envoyés en vacances, restant seule à la maison avec Tunde. À leur retour, la jeune fille avait disparu. Finalement, Pandy affirma qu'elle avait commencé à se comporter de manière étrange et qu'il avait été contraint de la chasser de la maison. Bien que la disparition de 6 membres de la famille du pasteur ait suscité l'inquiétude dans son entourage, personne n'osa soupçonner quoi que ce soit d'étrange. Les explications de Pandy semblaient toujours convaincantes, et il bénéficiait d'un grand respect en raison de son statut de représentant d'une institution aussi importante que l'Église. Peu après l'arrestation d'Andras Pandy en octobre 1997, la police obtint un mandat de perquisition pour ses propriétés. La tâche n'était évidemment pas facile car Pandy avait récemment acquis plusieurs appartements et maisons. De plus, il refusa de coopérer à l'enquête. À la fin du mois d'octobre de la même année, une première perquisition eut lieu dans l'une de ces maisons. La première chose que les enquêteurs remarquèrent en entrant fut un mur entièrement éclaboussé de taches rouges suspectes. Plus tard, dans la cave de cette maison, ils découvrirent des dents humaines, plusieurs rotules, de petits fragments d'autres ossements ainsi qu'une urne entièrement remplie de cendres. Il ne fait aucun doute que ces découvertes étaient particulièrement macabres. Mais le plus troublant est que les experts médico-légaux déterminèrent que les restes retrouvés appartenaient à 7 femmes différentes, âgées de 35 à 55 ans, et à un jeune homme âgé de 18 à 23 ans. Ces résultats ne correspondaient ni aux témoignages d'Agnès, ni aux descriptions des membres disparus de la famille Pandy, ce qui laisse supposer l'existence d'autres victimes inconnues jusqu'alors. Par ailleurs, plusieurs armes à feu, dont 3 fusils et 4 pistolets, furent retrouvées dans la même maison. Toutes ces armes étaient dissimulées dans un compartiment secret aménagé sous le toit. Lors de l'inspection d'une autre maison, les enquêteurs découvrirent de nouveaux restes humains, notamment un fémur gauche et un fragment de bassin. À la fin du mois d'octobre, de gros morceaux de chair furent également retrouvés dans 2 réfrigérateurs d'une autre propriété appartenant à Pandy. Quelques semaines plus tard, les analyses confirmèrent qu'il s'agissait bien de restes humains. À la suite de cette découverte, les autorités belges et hongroises lancèrent une nouvelle enquête conjointe. Elles émirent l'hypothèse qu'Andras Pandy pourrait être lié à une 60aine de cas de disparition signalés au cours de la dernière décennie. Par ailleurs, la police découvrit qu'au fil des ans, l'homme avait publié de nombreuses annonces dans les pages rencontres de journaux hongrois, utilisant de faux noms et de fausses professions. À l'aide de ces annonces, Pandy invitait des femmes à de prétendues lunes de miel européennes. Il les rencontrait généralement en Hongrie, où il se rendait régulièrement pour visiter sa maison d'été située au bord du Danube. Il semble toutefois qu'il ait également conduit certaines d'entre elles jusqu'en Belgique. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que les restes humains découverts dans ces maisons
appartiennent à certaines des femmes ayant répondu à ces annonces. Au fil du temps, la police hongroise retrouva plusieurs témoins féminins importants qui avaient été en contact avec Pandy de cette manière. Quelques mois avant que l'affaire ne soit révélée, 2 Hongroises avaient répondu à l'une des annonces publiées par Pandy et s'étaient rendues chez lui, à Bruxelles. À leur arrivée, elles découvrirent que toutes les informations figurant dans l'annonce n'étaient qu'un mensonge. Cependant, elles furent contraintes de rester avec lui, sous la menace. À partir de ce moment-là, il fit d'elles des domestiques temporaires, les obligeant à lui préparer ses repas et à effectuer diverses tâches ménagères. Après une semaine passée dans la maison, Pandy leur proposa de l'épouser, mais elles refusèrent catégoriquement et exigèrent de rentrer en Hongrie. À leur grande surprise, l'homme accepta et elles purent regagner leur pays saines et sauves. Cependant, il était évident que toutes les femmes ayant répondu à ces annonces n'avaient pas eu autant de chance. Peu après l'arrestation d'Andras Pandy, l'affaire fit l'objet d'une vaste médiatisation. La presse européenne le surnomma Barbe Bleue, en référence au conte de Charles Perrault, dans lequel le protagoniste tue ses épouses et cache leur corps dans une pièce secrète. À peu près à la même époque, un autre pasteur d'une église hongroise de Belgique, ancien collègue de l'accusé, fit une série de déclarations publiques lors d'une émission de télévision locale. Il affirma que Pandy avait effectivement traité sa première épouse comme une servante et confirma que l'homme avait eu des relations avec au moins 20 femmes différentes ayant répondu à ces annonces. Quelque temps plus tard, de nouvelles informations apparurent, compliquant encore davantage le dossier d'Andras Pandy et montrant clairement qu'il était prêt à déployer des efforts inimaginables pour dissimuler ses crimes odieux. Il s'avéra que les autorités belges avaient obtenu les déclarations des parents de plusieurs enfants, affirmant avoir rencontré Pandy entre 1992 et 1996. Selon eux, le pasteur leur aurait proposé que leurs enfants jouent le rôle de ses propres enfants dans un film qu'il prétendait réaliser sur sa vie. Ainsi, Pandy parvint à présenter ses enfants à diverses connaissances, leur faisant croire qu'il s'agissait réellement de ses enfants. Grâce à cette tromperie, le pasteur réussit à convaincre plusieurs personnes qu'elles avaient vu ses enfants encore en vie, alors qu'en réalité, ces derniers étaient déjà morts. On apprit également que Margit Magyar, l'une des 2 dernières femmes que Pandy tenta de séduire, déclara que, lors d'une visite chez lui, il lui avait présenté 2 jeunes filles d'une vingtaine d'années. Selon ses dires, Pandy prétendait qu'il s'agissait de ses filles, Andrea et Tunde, alors qu'elles étaient déjà décédées. Tous ces éléments montrent que Pandy avait eu recours à de tels stratagèmes à plusieurs reprises afin de jeter le doute sur la disparition des membres de sa famille. Au début du mois de novembre 1997, la police hongroise annonça qu'elle disposait de suffisamment de preuves pour inculper officiellement Pandy. À peu près au même moment, les autorités policières belges exprimèrent des doutes quant à l'identité du pasteur. Selon une version, le détenu n'était peut-être pas Andras Pandy, mais son frère cadet, Andras étant supposé être décédé en Hongrie en 1956. Bien que cette hypothèse fût effectivement intrigante, elle ne fit jamais l'objet d'une enquête approfondie par les autorités d'aucun des 2 pays. Dans la seconde moitié du mois de novembre de la même année, Agnès fut formellement accusée d'avoir participé activement au meurtre de ses proches. Elle aurait également été liée à la disparition d'une fillette de 12 ans en 1993, dont la mère entretenait à l'époque une relation avec Andras Pandy. Le 26 novembre 1997, un journal hongrois rapporta que le pasteur avait, par le passé, pris en charge un certain nombre d'orphelins roumains. Ce processus aurait été rendu possible grâce à une organisation caritative qu'il aurait fondée, appelée IDNAP. Comme vous l'avez peut-être deviné, cet acronyme n'est rien d'autre que le nom de famille du pasteur écrit à l'envers. Les autorités des 2 pays émirent l'hypothèse que Pandy utilisait également cette organisation pour collecter des fonds destinés à l'achat de propriétés à Bruxelles. Quant à tous ces enfants, leur sort demeure inconnu. Il est possible qu'ils aient tous été victimes de meurtres. Dans les mois qui suivirent, l'enquête se poursuivit. En janvier 1998,
Les résultats de l'analyse ADN des fragments d'ossements humains retrouvés dans l'une des maisons de Pandy furent enfin disponibles. Ils révélèrent que ces restes n'appartenaient à aucun membre de sa famille. À cette date, il fut établi qu'Andras Pandy et sa fille Agnès étaient impliqués dans au moins 14 meurtres. Le 18 février 2002, Andras Pandy compara pour la première fois devant un tribunal belge. Il était accusé d'avoir assassiné ses 2 épouses, Ilona Sores et Edith Fintor, ainsi que 4 de ses 8 enfants, Daniel, Zoltan, Tunde et Andrea. Il fut également inculpé d'infractions graves contre l'intégrité sexuelle de mineurs. Il est important de noter que Pandy demeura silencieux tout au long du procès. Il n'intervint qu'une seule fois pour nier personnellement les accusations et affirmer que tous les membres de sa famille étaient encore en vie, prétendument placés sous la protection d'une mystérieuse société secrète. À mon avis, le moment le plus choquant du procès fut celui où les médecins légistes, agissant en tant qu'experts pour l'accusation, présentèrent un enregistrement reconstituant le processus de dissolution de restes humains. Dans le cadre de cette expérience judiciaire, de véritables parties d'un corps humain, appartenant à une personne décédée de mort naturelle et ayant fait don de son corps à la science, furent utilisées. Ces tissus furent plongés dans une cuve remplie d'une solution chimique destinée à déboucher les canalisations et se décomposèrent presque instantanément en une substance brune et mousseuse. Enfin, le 6 mars 2002, un tribunal belge condamne Andras Pandy à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans le cas de sa fille aînée, Agnès, les procureurs requirent une peine de 29 ans d'emprisonnement. Cependant, ses avocats plaidèrent en faveur de la clémence, arguant qu'elle avait vécu toute sa vie sous l'influence tyrannique de son père, qui non seulement l'avait maltraitée, mais l'avait également contrainte à commettre des actes odieux. Selon la défense, Agnès aurait dû être condamnée à une peine de 21 ans d'emprisonnement pour sa complicité dans les meurtres de ses proches et pour la tentative d'homicide sur sa sœur Timéa. Concernant son avenir, Andras Pandy purgea sa peine dans une prison de la ville belge de Louvain. En 2007, à l'occasion de son 80e anniversaire, il fut transféré à la prison de Bruges en raison de la dégradation de son état de santé. 6 ans plus tard, Pandy tenta d'obtenir une libération conditionnelle après avoir appris qu'un autre criminel notoire, Marc Dutroux, avait déposé une demande similaire auprès des autorités. Cependant, sa demande fut rejetée. On sait qu'Andras Pandy est décédé de mort naturelle en décembre de la même année. De son côté, sa fille Agnès fut libérée de prison en 2010. Depuis lors, elle vit dans un couvent, à l'écart de la société. Sans aucun doute, Andras Pandy correspondait parfaitement à la définition d'un psychopathe égocentrique animé par une incroyable folie des grandeurs. Au sein de la communauté religieuse, il se présentait comme un chef spirituel charismatique, tandis qu'à la maison, il se comportait comme un véritable tyran, utilisant persuasion, tromperie et coercition pour atteindre ses objectifs personnels. Bien que Pandy n'ait jamais avoué ses crimes, il est probable qu'il les ait commis sous l'emprise d'une obsession pour le contrôle total. Malheureusement, le nombre exact de ses victimes demeure inconnu. Toutefois, les autorités belges et hongroises estiment qu'il pourrait avoir été impliqué dans la mort d'environ 60 personnes. La plupart des restes humains retrouvés dans ses propriétés n'ont jamais pu être identifiés, et le sort des orphelins roumains qu'il avait pris en charge reste à ce jour inexpliqué. Cette affaire criminelle s'est déroulée dans la colonie Miguel Hidalgo, située dans la municipalité de Tlalpan, au Mexique. C'est là que le protagoniste de cette histoire, Francisco Bautista Avalos, exerçait les fonctions de curé à l'église Cristo Salvador. Dans le cadre de son ministère, il participait à un large éventail d'activités pastorales organisées par la paroisse. Depuis son arrivée dans la communauté en 2004, le prêtre jouissait d'un respect profond et d'une estime unanime, tant de la part de ses confrères que de l'ensemble des habitants. Il semblait même que si la ville n'avait pas déjà porté le nom de Miguel Hidalgo, figure historique de la guerre d'indépendance du Mexique, elle aurait pu être rebaptisée en l'honneur du curé.
La colonie s'était toujours distinguée par la qualité de ses services publics et le niveau d'instruction de sa population. Par ailleurs, l'activité économique y était bien développée, ce qui garantissait aux habitants un emploi stable et des conditions de vie dignes. Chaque semaine, de nombreuses personnes venues de milieux très divers, simples ouvriers comme membres de l'élite, s'y rendaient. Beaucoup cherchaient à rencontrer le père Francisco, à qui l'on prêtait des dons exceptionnels de guérison, aussi bien spirituels que physiques. Dans l'une des rues principales, on voyait fréquemment de longues files d'attente, constituées, en général, de fidèles de tous âges. Tous avançaient lentement en direction du bâtiment de l'église. Ce phénomène était particulièrement marqué les lundis, jeudis et vendredis. Ces jours-là, on apercevait aux abords de l'église paroissiale des pères et des mères, accompagnés de leurs enfants, tenant à la main des photographies de leurs proches dont le destin avait été brisé par diverses épreuves, qu'il s'agisse de maladies graves, de troubles psychiques ou de formes de dépendance. En outre, les rares cas de personnes qui, selon les témoignages de leurs proches, auraient été possédées par des esprits malfaisants ou démoniaques méritent sans doute une attention particulière. Le père Francisco était principalement connu pour sa capacité à soulager les souffrances des malades, ainsi que pour ses compétences rares et impressionnantes dans le domaine de l'exorcisme. Cette renommée lui a permis, à l'instar de certains autres prêtres, de devenir un invité régulier dans diverses émissions de télévision consacrées aux phénomènes surnaturels. Il a également publié plusieurs ouvrages en collaboration avec d'autres membres du clergé. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute intitulé Psaumes et prières pour la guérison de l'âme. Toutes ces initiatives ont sans conteste renforcé sa réputation et accru sa popularité. Par ailleurs, les quelques cérémonies retransmises à la télévision ont révélé un homme doté d'une puissance spirituelle peu commune. Les rituels eux-mêmes étaient relativement fréquents. En règle générale, ils se tenaient dans l'atrium de l'église, en présence d'un grand nombre de fidèles. Toute personne se rendant au temple pour confier ses souffrances s'adressait au père Francisco, qui l'écoutait attentivement avant de réciter une prière. La durée de ces interventions variait selon la gravité de chaque situation. Lorsque cela s'avérait nécessaire, le prêtre détournait légèrement la tête de l'assemblée et adressait un regard discret à son assistante spirituelle personnelle, l'invitant ainsi à lui remettre les huiles saintes. Avec celle-ci, il oignait le front des fidèles lors de l'ultime étape du rituel. L'assistante spirituelle du Saint-Père s'appelait Gila. C'était une femme d'une 60aine d'années. On raconte que sa présence aux cérémonies du père Francisco était constante et incontournable. Le prêtre aurait découvert que Gila possédait un don singulier, dont elle-même n'avait pas pleinement conscience. C'est pourquoi elle était devenue, au fil du temps, son ombre fidèle, notamment pendant les rituels de guérison et d'exorcisme. Elle vivait à proximité de l'église et, en parallèle de sa mission spirituelle, elle vendait, avec son mari, divers objets religieux. Au début de sa vocation sacerdotale, avant d'être nommé recteur de l'église du Cristo Salvador, le père Francisco était responsable de la paroisse Maria Reina. Celle-ci, située à proximité, abritait le lieu de culte consacré au héros national Miguel Hidalgo. Dès cette époque, le prêtre s'était fait remarquer par ses rituels d'exorcisme, aussi impressionnants qu'inhabituels. Selon certains témoignages, il aurait appris cet art directement au Vatican. En dehors des jours fériés, l'église du Cristo Salvador connaissait elle aussi une affluence soutenue. Les offices y commençaient généralement dès l'aube. Le père Francisco recevait les malades et les âmes en détresse à partir de 7 heures du matin et ne s'arrêtait qu'après avoir oint le front de chaque fidèle à l'aide d'huile bénite dans l'espoir d'une guérison spirituelle. Il convient également de souligner que ce chef religieux aux multiples facettes ne se consacrait pas uniquement aux fonctions ecclésiastiques, mais jouait aussi un rôle actif dans la vie publique. Il accompagnait fréquemment sa communauté lors de festivals ou d'événements sportifs où il s'employait à faire connaître les fondements de la foi. Comme mentionné précédemment, il bénéficiait d'une profonde admiration et d'un respect sincère de la part des habitants. Ces derniers ne manquaient jamais l'occasion de le remercier pour son engagement constant et son dévouement envers la collectivité. Par ailleurs, à l'instar d'une figure publique ou politique, il contribuait à l'embellissement de la commune et soutenait activement le développement des loisirs et des pratiques sportives. Certains membres de la communauté allaient jusqu'à voir en lui une véritable incarnation de sainteté. C'est pourquoi tous suivaient le père Francisco avec une foi inébranlable, convaincus, jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, de la pureté absolue de ses intentions.
Parmi ceux qui suivirent la figure du père Francisco se trouvait notre second protagoniste, un jeune garçon issu de la communauté. Avec le temps, il devint le bras droit du prêtre, l'assistant dans diverses tâches liées à la vie ecclésiastique. Ce jeune homme s'appelait Leonardo Avendaño, mais ses proches l'appelaient affectueusement Léo. Il était né au Mexique, au sein d'une famille traditionnelle. Son enfance paisible s'était déroulée sous le regard attentif de ses parents et de son frère aîné, Josué Avendaño. Leonardo a toujours éprouvé une passion sincère pour l'apprentissage et la découverte. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par son intelligence, sa courtoisie et sa bienveillance envers autrui. Très tôt, Léo fit le choix de devenir prêtre et de consacrer sa vie au service des autres. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il entreprit des études de théologie à l'Université intercontinentale. Une fois cette formation achevée, il choisit de poursuivre son parcours universitaire, cette fois en se spécialisant dans la thérapie psychanalytique. Parallèlement, il s'engagea dans la mission et l'évangélisation. Malgré son jeune âge, Leonardo possédait des convictions religieuses fermes, qu'il exprimait régulièrement sur ses réseaux sociaux. Dans ses publications, il partageait ses réflexions sur l'avenir de l'Église et n'hésitait pas à exprimer ses désaccords à l'égard de certains aspects de sa congrégation. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, Léo nourrissait une véritable passion pour les voyages. En peu de temps, il parcourut non seulement son pays natal, le Mexique, mais aussi plusieurs autres nations. À un moment donné, comme vous et moi le savons déjà, les chemins de Leonardo et du père Francisco se sont croisés. Cela aurait eu lieu en 2012. Dès lors, une relation étroite se noua entre eux. Il convient de noter que ce prêtre charismatique et influent était déjà une connaissance de la famille Avendaño. En l'an 2015, leur lien se renforça davantage et le jeune homme devint le diacre attitré de son mentor. Dès lors, Léo fut presque constamment aux côtés du père Francisco, qui l'assistait dans les affaires de la communauté. En raison de leur proximité et de la complicité qui les unissait, ils avaient pris l'habitude de se retrouver en privé le soir, des entretiens qui se prolongeaient parfois jusqu'à l'aube. Certains en vinrent même à penser que les deux ecclésiastiques entretenaient non seulement une relation professionnelle, mais aussi un lien plus intime. Toutefois, cela ne restait qu'une hypothèse. La dernière fois que Josué, le frère aîné de Leonardo, reçut des nouvelles de lui remonte au mardi 11 juin 2019. Ce jour-là, comme à leur habitude, le jeune diacre et le père Francisco devaient se rencontrer pour discuter des affaires de l'Église. Le lendemain matin, Josué fut troublé par le silence inhabituel de son frère. Apparemment, les deux frères échangeaient très régulièrement, et une interruption soudaine de cette communication paraissait pour le moins inquiétante. Poussé par l'inquiétude, Josué tenta de joindre Léo par téléphone, mais celui-ci ne répondit jamais. Dans la soirée du même jour, son pressentiment se confirma. Il reçut un appel du père Francisco, qui l'informa que le jeune diacre ne s'était pas présenté au rendez-vous prévu. Cette suite d'événements alarma profondément les proches de Leonardo, et cela n'a rien d'étonnant. À cette époque, le pays traversait encore une période d'incertitude, nourrie par la recrudescence des enlèvements. Les jeunes, tout comme leurs parents, étaient profondément inquiets face à la situation. Vers le milieu de l'année 2019, la multiplication des agressions physiques atteignait un niveau particulièrement préoccupant. À cette date, les autorités locales auraient déjà recensé environ 700 homicides ainsi qu'une trentaine d'enlèvements contre rançon. À ces chiffres déjà effrayants s'ajoutait un autre facteur aggravant. Plusieurs affaires très médiatisées, impliquant le meurtre de jeunes gens, avaient récemment bouleversé l'opinion publique. L'un des cas les plus emblématiques fut celui de Norberto Ronquillo. Ce jeune étudiant a été retrouvé mort dans des circonstances aussi étranges que troublantes. Finalement, dans un climat d'incertitude totale, Josué décida de se rendre au bureau du procureur afin de signaler la disparition de son frère. Dans ce service spécialisé dans la recherche de personnes disparues, le jeune homme déclara que, selon les informations dont il disposait, son frère était censé se rendre à l'église pour y rencontrer le père Francisco. Il ajouta que, jusqu'à présent, ni lui ni les autres membres de la famille n'avaient été en mesure de localiser le disparu. Afin de faciliter les recherches, les autorités demandèrent à Josué de fournir davantage de précisions sur l'itinéraire habituellement emprunté par son frère pour se rendre à l'église. Il apparut alors que Leonardo empruntait le plus souvent la route numéro 3, qui partait généralement de la municipalité de Tlalpan et rejoignait l'axe menant à l'église du Cristo Salvador. Cette information concernant son trajet habituel devint ainsi le point de départ d'une enquête officielle. Le lendemain matin,
le secrétariat à la sécurité civile reçut un appel signalant la présence d'un véhicule suspect abandonné dans une friche située en périphérie de la ville. Plusieurs patrouilles se rendirent aussitôt sur les lieux. À l'intérieur du véhicule, les agents découvrirent le corps d'un jeune homme dont les caractéristiques physiques, selon les premières constatations, correspondaient à celles de la personne portée disparue. Environ 1 heure plus tard, des représentants du parquet ainsi que des experts médico-légaux arrivèrent sur place. Ces derniers relevèrent sur le corps plusieurs traces de violence physique. D'après les premières analyses, le jeune homme aurait succombé à une asphyxie. Parallèlement, l'identification formelle de la victime devait encore être confirmée et des investigations plus approfondies étaient en cours. Finalement, l'expertise médico-légale réalisée dans la soirée permit d'identifier formellement le corps retrouvé à l'intérieur du véhicule. Il s'agissait du diacre Leonardo. Il n'avait que 29 ans. Il avait été tué par une pression exercée sur le cou, si forte que ses poumons avaient cessé de recevoir de l'oxygène. Munis de ces éléments accablants, les autorités prirent contact avec le frère du défunt afin de l'informer de cette découverte tragique. Dès lors, l'affaire concernant la disparition de Leonardo fut transférée du service chargé des personnes disparues au parquet, compétent pour les enquêtes liées à des faits d'homicide. Les appels à la justice ne tardèrent pas à se faire entendre. Les parents des victimes, leurs proches, ainsi que de nombreuses organisations étudiantes et communautaires, organisèrent de vastes manifestations en réponse aux meurtres et à la montée alarmante de la criminalité dans le pays. À ce moment précis, l'opinion publique atteignit un point de rupture. En quelques mois à peine, un nombre accablant de crimes mortels avait été recensé au Mexique, une situation devenue insoutenable. Des jeunes issus de divers établissements scolaires et universitaires se réunirent pour réaliser une vidéo dénonçant le climat d'insécurité sans précédent qui régnait dans leur pays. Cette production fut ensuite largement diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux. À travers ce message collectif, des citoyens ordinaires exigèrent que les autorités assument pleinement leurs responsabilités. En d'autres termes, ils réclamaient des enquêtes rapides et efficaces, et l'arrestation de tous les responsables. Par ce biais, ils exprimaient également un besoin essentiel et universel: pouvoir se rendre à l'école, au travail ou dans les lieux de vie quotidienne sans craindre pour leur sécurité ni pour leur vie. Quelques jours après la découverte du corps de Léo, celui-ci fut inhumé dans un cimetière local. La cérémonie se déroula dans son église d'origine, Cristo Salvador. Le père Francisco y célébra une messe de requiem en l'honneur de son diacre, puis fit plusieurs déclarations publiques à la presse. Il déclara tout d'abord être profondément bouleversé par la mort de Leonardo, ainsi que par la situation alarmante que traversait le pays. Il exprima son profond regret de voir se banaliser, jour après jour, les vols, les violences et les atteintes à la vie humaine. Selon lui, les forces de l'ordre devraient collaborer étroitement avec les représentants des communautés religieuses. Il affirmait être convaincu qu'une telle synergie pourrait contribuer à améliorer durablement la situation actuelle. Il convient de souligner que, malgré les circonstances éprouvantes des derniers jours, marquées par la perte d'un être cher, le prêtre paraissait parfaitement serein et maître de lui-même. Lors de ses interventions publiques, sa voix restait posée, mesurée. Nul n'aurait pu imaginer les sombres secrets que dissimulait ce religieux au regard doux et au charisme tranquille. Et pourtant, les preuves réunies contre lui sont accablantes. 3 jours seulement après la messe d'adieu célébrée en mémoire de Léo, les autorités délivrèrent un mandat d'arrêt à l'encontre du père Francisco. Selon les rapports de l'époque, le parquet général disposait alors d'un faisceau de preuves irréfutables, impliquant directement le religieux. Sur la base de ces éléments, le prêtre fut rapidement interpellé, puis transféré au centre de détention de la prison pour hommes de l'Est, à Mexico. L'un des éléments les plus accablants provenait des enregistrements des caméras de vidéosurveillance installées dans plusieurs quartiers de la ville. Ces images montraient que le défunt avait non seulement été vu en compagnie du suspect le jour même de sa disparition, mais qu'il avait également passé un certain temps avec lui. Ainsi, l'une des caméras installées dans l'enceinte de l'église a filmé le jeune homme quittant les lieux en compagnie de son ami et mentor, le père Francisco. Cette scène s'est déroulée aux alentours de 4h30 du matin, le 12 juin. Peu après, d'autres caméras, situées le long de plusieurs axes routiers, ont enregistré la camionnette de Leonardo. Les images ont révélé que le véhicule du diacre avait été suivi de près par la voiture du prêtre sur une grande partie du trajet. Un peu plus tard, vers 4h du matin, les 2 véhicules ont été captés à proximité du lieu où le corps du jeune homme serait retrouvé. Enfin,
Après cette heure-là, les images de vidéosurveillance ont montré la voiture du père Francisco quittant seul les abords de la Seine. Ce détail, lourd de sens, tend à indiquer que le prêtre fut la dernière personne à avoir vu Leonardo vivant. Selon des sources proches du parquet général, une alerte générale avait été déclenchée avant l'arrestation du père Francisco afin d'empêcher toute tentative de fuite à l'étranger. Cette mesure s'est révélée pleinement justifiée puisque le prêtre a été appréhendé alors qu'il se rendait à l'aéroport. D'autres éléments de preuve détenus par les autorités sont venus renforcer les soupçons pesant sur le religieux. L'un d'eux a été découvert dès l'analyse des téléphones portables de la victime et du principal suspect. Il s'agirait d'un échange de messages, dont le contenu n'a pas été rendu public, pour des raisons que les autorités locales n'ont pas souhaité préciser. Un second élément accablant a été mis au jour au moment de l'arrestation. Les clés du véhicule de Leonardo ont été retrouvées parmi les effets personnels du père Francisco. Fait remarquable, malgré l'ensemble des preuves accablantes, le prêtre a persisté à nier avoir rencontré le diacre ce jour-là. Il s'est empressé d'évoquer une conversation téléphonique avec le frère aîné de Léo, au cours de laquelle il aurait assuré que le jeune homme ne s'était jamais présenté au rendez-vous prévu. Autre élément troublant. En dépit de l'enquête en cours, de nombreux fidèles de sa paroisse ont continué à croire fermement en son innocence, allant jusqu'à déclarer qu'ils étaient prêts à défendre son honneur si la situation l'exigeait. Dans l'ensemble, leur réaction fut rapide, voire véhémente. Regroupés en plusieurs collectifs, ils ont organisé des manifestations d'ampleur contre la décision des autorités. Selon eux, ces dernières auraient commis une erreur grave en accusant injustement le prêtre d'un crime auquel il serait totalement étranger. Très rapidement, cette affaire, largement médiatisée, est devenue l'objet de nombreuses discussions et spéculations, tant au sein de la communauté religieuse que dans l'espace public en général. Il va sans dire que les rumeurs entourant ce type de crime n'avaient rien d'inhabituel. Fait troublant, certains organes de presse sont parvenus, de manière inexpliquée, à se procurer des photographies retrouvées sur la tablette du jeune homme décédé. Ces images, particulièrement compromettantes, laissaient entendre que le père Francisco aurait entretenu des relations intimes, non seulement avec le diacre, mais également avec d'autres membres du clergé. Dans un premier temps, les autorités ont avancé l'hypothèse d'un mobile fondé sur le chantage et une tentative d'extorsion de la part de Leonardo. Toutefois, pour des raisons non précisées, cette piste n'a pas été retenue par les enquêteurs et l'affaire a pris une orientation quelque peu différente. Par ailleurs, les proches de la victime ont réagi de manière particulièrement vive à cette interprétation des faits, la jugeant à la fois infondée et diffamatoire. L'enquête s'est alors recentrée sur une autre possibilité. Le jeune homme aurait pu faire pression sur le prêtre, non pas en raison de ses relations personnelles avec d'autres ecclésiastiques, mais parce qu'il l'accusait, selon certaines sources, d'avoir utilisé les fonds de la paroisse à des fins personnelles. En somme, conformément aux dispositions du système judiciaire mexicain, les enquêteurs disposaient d'un délai compris entre 3 et 24 mois pour réunir tous les éléments et preuves susceptibles d'établir le bien-fondé de leur hypothèse. Il s'agissait du seul moyen de faire toute la lumière sur les circonstances des faits. Parmi les preuves considérées comme les plus significatives, les autorités ont souligné que Léo, un jeune homme issu d'un milieu modeste, menait un train de vie étonnamment élevé. Ses dépenses semblaient en effet largement supérieures à ce qu'il aurait pu raisonnablement assumer en tant que simple étudiant et diacre. Le jeune homme ne disposait apparemment d'aucune autre source officielle de revenus que le soutien financier modeste de sa propre mère. Un montant insuffisant pour subvenir à un mode de vie tel que le sien. À cela s'ajoute le fait que sa mère était décédée peu de temps avant les événements. Leonardo, comme cela a déjà été mentionné, avait récemment voyagé à travers le pays et à l'étranger, visitant notamment des destinations prisées comme Miami ou Aspen. Autre élément troublant, il possédait une camionnette flambant neuve. Comment expliquer la détention d'un véhicule aussi récent, coûteux et haut de gamme par un jeune homme sans emploi déclaré? Il disposait également d'un téléphone de dernière génération et d'autres équipements électroniques onéreux. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Quelques jours avant sa mort, Leonardo avait loué une maison spacieuse et convié ses proches à une réunion prévue le 14 juin 2019. Comme on le sait, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Enfin, lors de la fouille de son domicile, les enquêteurs ont découvert une somme importante en espèces. Par ailleurs, des montants significatifs ont été identifiés sur ses comptes bancaires. Fait notable, la plupart de ces virements provenaient directement du père Francisco.
À mesure que les détails de l'affaire étaient dévoilés, il devenait de plus en plus évident que le prêtre était impliqué non seulement dans l'agression du jeune homme, mais aussi dans d'autres agissements troublants. Pourtant, il continuait d'affirmer avec insistance qu'il n'était responsable d'aucun des faits qui lui étaient reprochés. Autrement dit, tout au long de l'enquête, il n'a fourni aucune information nouvelle ni pertinente, se contentant de répéter qu'il avait été injustement arrêté. Des propos similaires ont été relayés par plusieurs de ses collègues au sein de la communauté religieuse. Le père Hugo Valdemar, ancien porte-parole de l'archidiocèse de Mexico, s'est exprimé publiquement devant les médias, déclarant qu'il condamnait fermement l'attitude des autorités. Il les a en outre accusés de manipulation des preuves. Selon lui, au lieu d'accuser un prêtre aussi respecté, les enquêteurs auraient dû concentrer leurs efforts sur l'établissement de son innocence. Les avocats expérimentés du père Francisco ont eux aussi réaffirmé l'innocence totale de leurs clients, tout en remettant en cause la validité de l'ensemble de l'enquête. Selon eux, plusieurs enregistrements de vidéosurveillance fournis par les autorités, montrant leurs clients aux côtés de la victime sur les lieux supposés des faits, ne sauraient en aucun cas constituer une preuve de son implication dans l'agression. Le clergé, tout comme une partie importante de la population, a continué à défendre cette version des faits. Les multiples manifestations de soutien organisées par les habitants du quartier de Miguel Hidalgo en faveur du père Francisco ne se sont interrompues qu'à la toute dernière minute. Ni la multiplication des indices, ni la présentation progressive d'éléments à charge par les enquêteurs ne semblaient ébranler leurs convictions. En d'autres termes, ces fidèles sont restés fermement attachés à la position qu'ils avaient adoptée dès l'annonce de l'arrestation du prêtre. Une part importante de la communauté a reproché à l'ensemble du système judiciaire d'être responsable d'un nouvel acte considéré comme odieux. Il convient de souligner que les membres du clergé, tout comme de nombreux fidèles, ne se sont pas limités aux prières ou aux manifestations à l'intérieur de l'Église. Leur mécontentement s'est exprimé bien au-delà des frontières de leur paroisse. Leur revendication principale était claire, la libération du père Francisco. Jour après jour, ils installaient des banderoles, des toiles et divers dispositifs proclamant l'innocence de leur guide spirituel. Lors de ces rassemblements en faveur de sa libération, les membres de la communauté ont également dénoncé avec vigueur ce qu'ils considéraient comme des dérives graves de la part de certains médias. Ils ont accusé l'ensemble de la presse d'avoir orchestré une campagne délibérée contre l'Église. Selon eux, les journalistes auraient volontairement diffusé des informations inexactes et manipulées dans le but de créer une polémique artificielle autour de l'affaire. Certains fidèles sont même allés jusqu'à menacer directement les journalistes impliqués, promettant au minimum de les exclure de la paroisse. En tout état de cause, après avoir examiné minutieusement l'ensemble des éléments versés au dossier, la Cour a déclaré le père Francisco Javier Bautista Avalos coupable de meurtre. La décision a été prise de manière collégiale et repose exclusivement sur les preuves recueillies par les forces de l'ordre. Par ailleurs, le prêtre a été condamné à verser une indemnité de plus de 400 000 pesos aux parents de la victime à titre de réparation. À l'époque, ce montant équivalait à environ 25 000 $ américains. Il a également été précisé, lors de l'audience, que l'accusé ne serait pas autorisé à quitter l'établissement pénitentiaire avant l'extinction complète de sa peine. Cette mesure est directement liée à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Les avocats du condamné se sont empressés d'annoncer leur intention de faire appel de la décision judiciaire. Selon eux, ils disposent d'un ensemble d'arguments solides pour assurer la défense de leur client et tenter à nouveau de faire reconnaître son innocence. Quelques jours après l'annonce du verdict, une série de messages est apparue sur la page officielle du prêtre, sur l'un de ses réseaux sociaux. Ces publications étaient adressées à ses partisans, ainsi qu'à toutes les personnes, sensibles à son sort, qui lui avaient témoigné leur soutien tout au long de la procédure. Selon le père Francisco, plusieurs démarches seraient engagées dans les jours suivants afin de faire appel de la décision rendue par le tribunal. Il convient de rappeler qu'il a, depuis le premier jour, toujours maintenu sa version des faits, affirmant son innocence avec constance. D'après ses propres déclarations, il se trouvait à son domicile au moment où le jeune diacre a perdu la vie. Toutefois, aucun élément de preuve ni aucun témoignage n'a pu venir étayer cette affirmation. Le prêtre a également exprimé à plusieurs reprises sa tristesse face à la mort de Leonardo, tout en niant toute responsabilité dans les événements tragiques. Cependant, plusieurs éléments matériels, en particulier les images issues de la vidéosurveillance et les données de géolocalisation de son téléphone, contredisent formellement ces propos. Pour de nombreux croyants, les figures religieuses incarnent des intermédiaires directs entre les hommes et Dieu.
Pourtant, dans certains cas, ces guides spirituels, au lieu de faire le bien, deviennent à l'origine de profondes souffrances. Cette affaire illustre tragiquement combien tout être humain, quel que soit son statut, qu'il soit social ou religieux, peut se révéler vulnérable face à la tentation.